déjà en direct. C'est vrai qu'on accuse un retard de 46 minutes. Bon, c'était pas évident, c'est pas de notre faute. Donc on attend que quelques internautes se connectent. Donc on ne plante le décor. Je me rassurer que ici, il y a 68 personnes qui sont en vie. Ça me dit même pas de l'autre côté. Je ne vois pas non plus les commentaires, c'est pas évident. Bon, on a 102 personnes déjà qui sont connectées. Les chiffres ne font qu'augmenter. Bon, je pense que les uns et les autres vont pouvoir nous prendre au cours du direct. Parce qu'on a plusieurs pratiquement. C'était annoncé en fait pour 18h30. Mais compte tenu de quelques soucis techniques, on n'a pas pu être dans le temps. On s'excuse d'ailleurs pour ce retard. Alors, vous savez très bien sur quoi porte le live de ce soir. Nous allons faire un point sur la situation des détenus du mouvement pour la renaissance du Cameroun et de ses alliés, notamment les enfants de la révolution du général Bassiro, le mouvement AGI de Pembe Ekoka et le parti de Paul Éric Kingé. Donc, sans toutefois oublier, puis au total, on parle de plus de 200 personnes qui ont été interpellées le 26 et le 28 janvier, notamment à Yaoundé et à Douala et dans plusieurs autres villes du Cameroun. Ils ont été par la suite déportés à Yaoundé. Tous ont été déportés à Yaoundé et gardés dans différentes cellules, notamment au GSO, à la PJ, au GMI, pour ne citer que cela. Également au CED. Alors ce soir, pour parler de ce sujet, nous avons avec nous le secrétaire national adjoint du MRC au Kala Iboudé, et le trésorier autant pour moi, le trésorier national autant pour moi au Kala Iboudé, et Sébastien Ebala, qui est consultant de la part du TGV de l'information. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à vous, monsieur Kouchouta. Bonsoir à monsieur Thierry Okala Iboudé et à l'ensemble de tous les Camerounais qui militent pour la libération totale du Cameroun. Je suis encore honoré une fois de plus d'être présent face à vos nombreux internautes. Je suis honoré encore une fois de plus. Alors, monsieur Okala Iboudé, vous êtes trésorier national adjoint du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Je suis un peu éreinté, fatigué, mais déterminé à continuer cette lutte dans laquelle je me suis engagé, en sachant très bien qu'il y aurait des écueils. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est plus que des écueils. Ce que nous vivons, nous avons en face de nous un adversaire qui met, si je prends une image du football, un adversaire qui met des vis interdites, il met des vis de 16. En plus, c'est des vis en aluminium qui couvrent même les protèges tibiales. Donc, c'est dit que nous avons affaire à un monstre qui se fout pas mal, n'est-ce pas, des normes, des lois, qui fout le pied des lois de la République. Et c'est ça qui m'a amené à faire un post l'autre jour, il y a quelques jours, en disant que aujourd'hui, Camto et compagnie ont affaire à un code de procédure politique en lieu et place d'un code de procédure pénale. Parce que la démarche, je disais que j'ai fait un post l'autre jour où je disais qu'aujourd'hui, Camto et compagnie, dans cette procédure qui les protège, qui les mettait en opposition à l'État du Cameroun, que ces personnes étaient dans le couloir de la justice dans le cadre d'un code de procédure
politique plutôt que dans le cadre du code de procédure pénale. Et quelqu'un de bien inspiré m'a dit, mais monsieur Okala, il n'y a même plus de code de procédure politique, puisque le code de procédure suppose qu'il y a quelque chose d'écrit. On est plutôt dans le code d'humeur politique. Et donc aujourd'hui, nous allons en parler d'ailleurs, au regard, n'est-ce pas, c'est la hiérarchie qui a dit, on finit par constater que l'affaire se déroule avec les moyens de l'État. C'est une affaire d'individu. C'est un individu qui utilise les moyens de l'État pour assouvir une vengeance. C'est ça le problème. C'est pourquoi nous parlerons de toutes ces violations multiformes des droits des Camerounais que nous observons dans le cadre de cette procédure. D'accord, parlons effectivement de ces violations. Est-ce qu'on peut revenir de fond en comble ou bien de façon sommaire sur ce qui s'est réellement passé, puisque vous êtes une personne ressource en tant que... Oui, disons que nous avons organisé notre marche, comme nous l'avions par ailleurs annoncé, déclaré verbalement. Elle a été organisée à Yaoundé, elle a été organisée à Douala, dans plusieurs villes sur l'ensemble du territoire national. Et les seules villes où on a décidé d'arrêter les gens, c'est Yaoundé, Tchang, Bafang, Banganté également. Mais la particularité, c'est qu'à Douala, on a relâché les gens le même jour, le 26. On a arrêté les gens le 26 et on a fait les formalités habituelles, on les a relâchés. À Banganté, on a fait la même chose, on a arrêté les gens, on les a libérés sous caution. Nana Serge Blanco et d'autres. Et à Tchang, vous avez tous la vidéo, on a arrêté Fourefa comme un bandit de grand chemin alors que lui dansait à l'université de Tchang, il est chargé de cours, alors qu'il n'y avait pas matière à interpeller. Donc la vidéo circule. Et à Yaoundé, on a interpellé des gens. La plupart de ceux qui sont aujourd'hui incarcérés, la plupart, je dis bien, pas que la totalité, sont des gens qui n'étaient pas là à la cour centrale au moment où la marche avait lieu. C'est comme si on avait établi une liste d'individus qu'il fallait attraper au moins de prétexte. Donc, oui, parce qu'il faut dire que Paul Rikingue, par exemple, a été arrêté à Dorf Bastos. Oui. Angèle Gondachoua, je crois qu'il a été également à Bastos. À Bastos, on a le cas de Balsiro qui a été arrêté devant Casino avec sa fille. Avec sa fille. Qu'il avait en main. Il y a le président Maurice Kamto qui a été arrêté au domicile d'Albin Zonga. Maurice Kamto et tous ceux qui sont interpellés. Le professeur Alain Fougué aussi. Le professeur Alain Fougué est interpellé le 28, 2 jours après la marche. Maurice Kamto et les autres sont interpellés dans un domicile privé 2 jours après la marche, avec sur la base d'un mandat de perquisition. Nous savons tous ce que c'est qu'un mandat de perquisition, et on les a arrêtés, et on a arrêté comme ça une centaine d'individus qu'on a amenés à Yaoundé comme du détail, dans des conditions exécrables de transport. C'est-à-dire que nos routes ne sont pas confortables, ne sont pas en bon état, mais en plus on les a surchargés dans des bus et on les a amenés à Yaoundé dans des conditions inacceptables pour un État qui revendique le respect des droits de l'homme, pour un État qui a été élu à la commission la commission des Nations Unies pour les droits de l'homme. C'est quand même paradoxal que c'est un État comme celui-là qui, n'est-ce pas, met en pratique les violations les plus graves des droits de l'homme. Donc, voilà. Alors, vous parlez effectivement des droits de l'homme. Tout à l'heure, en fait, en journée, il y a le porte-parole de Maurice Kamto, Olivier Bibounissa, qui a fait un post où il indique que M. Thiomo Michel, arrêté à Tchang le 26 janvier 2019, dans le cadre de la marche blanche, vient de rentrer dans le coma suite à ses conditions d'arrestation et de détention déplorables. Monsieur Thiomo est âgé de 67 ans et a été conduit dans une unité médicale de la place. Signé Olivier Bibounissa, porte-parole du président Maurice Kamto. Alors, il faut dire, il est dans un état, il précise qu'il est dans, presque, comme on dit, que je le mets dans le coma. Et il faut, d'après ce que le communiqué dit, à son état dans lequel les conditions de son détention. On précise, on apprend également, on sait tout également que Célestin Djamène, on allait le prendre dans son lit d'hôpital alors qu'il avait encore une... Oui, il n'y a pas que Célestin Djamène. Laissez-moi intervenir un peu sur le cas de M. Thiomo. Quelques jours après leur déportation à Yaoundé, il était gardé, il vient de Tchang. Ils étaient gardés au génie.
il a refusé de prendre ces médicaments. Parce que la police, il est diabétique. Et la police, les médecins, si on peut les appeler ainsi, de la police, lui proposait de prendre 2 médicaments sur les 3. Il prend des médicaments en 3. Il a dit, je ne peux pas prendre 2 sur les 3. Parce que chaque molécule a... Tout à fait. Chaque médicament, c'est molécule et ses spécificités. Et donc, les 3 se complètent. Donc, on ne peut pas prendre 2 sans, et laisser le 3e. Et il a passé presque 3 jours sans prendre de médicaments. Et je me suis retrouvé dans l'obligation de lui apporter, de lui acheter des médicaments, je les lui ai apportés. Ce n'était pas facile pour que la dame officier de police qui manifestement est infirmière accepte qu'il prenne ces médicaments. On a presque supplié pour qu'il prenne ces médicaments. Vous savez, les diabétiques ont une hygiène de vie un peu compliquée. Et parfois, et c'est ça qui nous permet d'introduire les conditions de détention. Parfois au GMI, vous avez des officiers, je ne vais pas donner leur nom seulement circulé sur les réseaux sociaux. Vous avez des officiers qui font du zèle, vous fermez la porte à 18 h et réouvrent le lendemain à 10 h du matin. Dans des conditions, vous savez très bien que dans la nuit, les gens ont envie de faire pipi, les gens ont envie d'aller aux toilettes. Et c'est encore plus grave le matin. Toute la nuit, si vous n'avez pas fait vos besoins, entre 6 h et 10 h du matin, vous avez des envies irrépressibles d'aller aux toilettes. Et on les laisse. Et donc, un monsieur comme celui-là, l'ont gardé dans ces conditions, comme un vulgaire malfrat. C'est inacceptable. Et qu'il entre au coma aujourd'hui ne me surprend pas. Surtout que hier, quand je dis hier, dans cette nuit, on l'a relâché vers minuit. Je l'ai vu, il était hagard. Il ne m'a pas reconnu. C'est moi qui l'ai appelé, M. Thiomo, et j'étais content de le voir libre. Nous nous sommes embrassés. Et un enseignant qui est diamant de l'université, le professeur Djogé, qui venait également, je lui ai dit, mais le professeur Djogé est là. Et ils se sont embrassés. Mais la gratitude, la manière dont il se présentait laissait prévoir effectivement qu'on entrerait dans cette situation. Ça nous permet de regretter que le pouvoir de Yaoundé, le pouvoir illégitime de Yaoundé, traite, encore que cela ne nous surprend pas, il n'y a que des gouvernements illégitimes pour se comporter de la sorte, traite ces citoyens de cette manière-là. On vous dit, ce monsieur est malade, il est diabétique. Vous vous en fichez. Vous le maltraitez au même titre que ceux qui sont censés être bien portants. C'est regrettable. Et il faut profiter d'une occasion comme celle-ci pour s'indigner. Et comme le professeur Kamto le disait, les Camerounais ont perdu la capacité d'indignation collective. Ce qui arrive au Cameroun, c'est effectivement le fait pour nous, pour les Camerounais, dans leur grande majorité, d'avoir perdu la capacité à l'indignation collective. Vous n'avez qu'à voir en route, une moto écrase un gars, au lieu de porter secours à cette personne, les gens passent plus de temps à faire des selfies. Vous vous retrouvez dans un taxi, alors que vous voulez faire prévaloir vos droits, c'est les passagers qui sont là, plus que le taximan qui vous admoneste que tout autre chose. Donc, tout ça, c'est des exemples qui nous amènent, qui doivent nous permettre ce soir de dire aux Camerounais, de dire à la communauté nationale, de dire à la communauté internationale que le Cameroun est en train de franchir un cap inacceptable, dangereux, d'animalisation. Et donc, de ce point de vue, il faut qu'on fasse très attention. Donc, qu'est-ce que je veux profiter, qu'est-ce que je veux dire en profitant de l'espace que tu ouvres ce soir? C'est que l'enlèvement, la déportation et la séquestration, surtout au Sahel, et il faut qu'on parle beaucoup plus du Sahel, où il y a la prison secondaire de Yaoundé, des Camerounais est une page de notre histoire qu'il faudra un jour écrire. Pourquoi? Parce que, et la scène que nous avons vécue hier en journée, Maître Sim va parler aux personnes qui ont dormi comme des chevaux, comme des vaches, dans la salle d'audience du tribunal militaire. Il veut leur parler. Et un individu, on appelle CG, commissaire du gouvernement, avec d'autres gendarmes, particulièrement zélés, policiers. Non, 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 monsieur, vous ne pouvez pas. Vous avez 5 minutes pour parler avec votre mais Maître Sim, c'est indigne, il dit, je ne peux pas. Vous m'avez empêché de parler à ces gens pendant 2 semaines. Et j'allais dire, maître, vous avez pu parler avec ces gens une fois au moins. Et l'avocat dit, c'est pas une fois, c'est pas une seule fois.
Donc, je dois parler à mes clients. Je dois pouvoir parler à mes clients tout le temps. Et qu'est-ce qu'on apprend? Sur ce fait, on apprend que les gendarmes s'étaient mis dans une position de refus systématique de permettre aux avocats, aux familles, aux amis de rencontrer les personnes séquestrées au CED. Tu as vu qu'ils auraient reçu les instructions? Peut-être qu'ils faisaient également simplement du zèle. Mais ce qui est bien plus grave, ce que nous apprenons les camarades, c'est que les gendarmes leur disaient que le MSC les a abandonnés, que le MSC ne pense pas à eux, et que c'est bien fait pour eux d'aller dans les activités du MSC, d'un parti comme le MSC. Oui, c'est-à-dire que dans ces conditions, quand vous êtes arrêté, vous devez bénéficier de l'assistance du parti pour lequel vous militez. Et donc, le fait pour eux de ne pas bénéficier d'assistance, les gendarmes le faisaient passer pour de la négligence de la part du MSC. Alors que vous savez très bien que depuis que nous nous décarcassons sur le plan logistique, ils interdisaient systématiquement les visites et allaient dire aux séquestrés, ils appellent les séquestrés, les otages de M. Biya au CED, que le MSC vous a abandonné, que le MSC ne pense pas à vous, que c'est bien fait pour vous, que ça vous apprendra. Une manière de saper le moral, de les décourager. Et ça fait que le CED n'est plus simplement une prison secondaire, c'est un camp de concentration. C'est un camp de concentration, un campement sans contact avec le monde, avec le monde extérieur, qui n'est pas, n'est-ce pas, l'administration, qui est de ce fait l'administration d'une mort lente, la négation, n'est-ce pas, de l'humain en l'homme séquestré. Voilà ce que sont devenus aujourd'hui le GSO, ce que sont devenus aujourd'hui le GMI, ce que sont devenus aujourd'hui la prison secondaire de Yaoundé. C'est des petites cellules destinées à la punition des militaires où on a enfermé des intelligences. Vous avez parmi ces gens des médecins dont la réputation au niveau du Cameroun est établie, des économistes, des personnalités dont le Cameroun devrait être fier au lieu de les malmener de la sorte. Il y a lieu donc de dire encore que nous devons nous indigner, que nous devons interroger notre système de sécurité sur cette propension à animaliser ainsi. Et quand je revisite l'histoire du Cameroun, je constate simplement que c'est des comportements qui sont hérités des techniques de répression héritées de la colonisation française. Pour ceux qui savent comment ça s'est passé en pays Bamileke et en pays Bassa, c'est les techniques de la guerre contre-révolutionnaire. Et c'est ce qui se passe également aujourd'hui dans les régions du Nord ou du Sud où on brûle, où on fait ceci, où on enlève, où l'armée, elle, se comporte autant que, sinon pire que, n'est-ce pas, les gens qui sont censés combattre. Voilà des choses qu'il faut pouvoir dénoncer aujourd'hui. Et cela se répercute, n'est-ce pas, se poursuit, puisque l'administration pénitentiaire est intégrée dans le dispositif du système de sécurité. J'étais encore à Kondegui aujourd'hui. Nous avons 21 femmes qui sont internées là-bas. 21 femmes. Est-ce que vous pouvez nous faire le bilan global de toutes les personnes qui, jusqu'ici, ont été arrêtées depuis le 28, libérées au tribunal et ceux qui sont mis en détention provisoire à la prison de Kondegui? Donc, il y a environ 139 personnes. C'est-à-dire les 15 de Yaoundé qui passent en procédure de flagrant délit. Et nous avons également les 124, je crois bien si je ne me trompe pas, qui sont venus de Douala, de Bafang, de Bagaté, de Tchang, qui sont là. Il y a quelques-uns, il y a 17 qui ont été mis sous mandat de dépôt à la prison principale. 111, je crois, sont mis sous mandat de dépôt à la prison centrale. Une dizaine, à peine 12, une dizaine à peine a bénéficié d'une liberté provisoire, sous garant ou sous caution, ou alors sous garant et sous caution en même temps, et qui malheureusement, au moment où on demandait ces garanties et ces cautions, n'arrivait pas à présenter, selon les juges, selon les magistrats du tribunal militaire, des garants acceptables. C'était vraiment une curiosité. Cette manière de faire, j'ai vu au tribunal militaire, j'ai observé une certaine légèreté dans la manière de décerner des mandats de dépôt provisoire. Je suis allé pour servir de garant à un individu. On dit, mais non, monsieur, un enseignant, vous ne pouvez pas accepter que vous soyez le garant d'un commerçant. Un enseignant de rang magistral est venu, on dit non, on ne peut pas accepter. Un médecin. Et après, on dit non, non, monsieur,
on change, vous ne partez, on ne vous libère plus on ne vous donne plus de liberté provisoire sous garant, vous partez vous-même sous mandat de dépôt. Je dis, c'est froid, c'est inquiétant, cette incapacité à avoir de l'humain en soi, à procéder comme un automate et envoyer les gens sous mandat de dépôt selon son humeur. D'où l'expression du code d'humeur politique. Voilà. Pour le premier jet, voilà ce que j'avais à dire, voilà l'indignation, voilà le propos que je voulais. Et vous savez qu'il y a des femmes, quelles sont les conditions dans lesquelles ils sont, elles sont... Mais c'est catastrophique. Je suis arrivé, j'ai trouvé un camarade, elle est tombée dans mes bras en pleurs. Et elle a pleuré. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu peux dire non? Elle ne pleure pas parce qu'elle est détenue. Elle pleure les conditions dans lesquelles elles sont inhumaines. Elle dort à même le sol. À même le sol. À même le sol. Parfois, quand vous avez. Quand il n'y a pas de matelas. Et vous savez, il y a toute une mafia à l'intérieur. Vous devez payer la mairie, vous devez payer la corvée, vous devez payer les lois de cellule à l'intérieur de la prison. C'est toute une mafia financière. Finalement, vous ne savez pas qui ordonne, qui est au bout de la chaîne, qui est à la fin de la chaîne. Et vous vous trouvez dans l'obligation de payer. On est même dans les situations où vous pouvez m'avoir un matelas et vous n'êtes pas capable de l'opposer quelque part. Donc, il y a d'abord cette surpopulation. Vous n'êtes pas sans savoir que la prison centrale de Yaoundé avait été construite pour une population carcérale de 800 personnes. Nous sommes aujourd'hui à plus de 4000 personnes. Et elle n'est pas d'autant plus préparée à accueillir plus de personnes aujourd'hui que d'un coup, on y a mis une centaine d'individus. Il y a un groupe qui est enfermé, séquestré, dans le quartier des mineurs. On a poussé les bancs et il y en a qui n'arrivent pas à dormir sur un bout de matériel, qui dorment à même le sol. J'ai vu des camarades effondrés qui m'ont dit, mais on est content de notre engagement politique, mais ce que nous vivons est inacceptable. Dis-nous, monsieur N'Djamène, comment il va son monsieur? Monsieur N'Djamène a été abandonné à la gendarmerie. On l'a enlevé de son lit d'hôpital à Douala, tout comme Pierre Gaëtan Gankam. Et on l'a amené au CER, au lieu de continuer les soins, parce que c'est la responsabilité de l'État de continuer les soins dans ce cas-là. On l'a abandonné. J'ai dû payer hier. C'est là où j'ai compris que la gravité de la situation. On m'a amené une ordonnance de près de 100 000 francs pour pouvoir soigner. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faisait donc à la gendarmerie? On dit, on l'a abandonné comme ça. Il ne recevait pas de soins. Contrairement, par contre, et là je dois reconnaître au GSO, à la police, une certaine élégance. Il y avait Mme Getop Adel, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui a également reçu une balle dans la jambe. Vous voyez la vidéo où M. Pierre Gaëtan Gankam reçoit une balle dans le mollet. Dans cette vidéo, vous voyez une dame sur l'extrême droite qui boite. Oui, effectivement. Donc, ce policier-là avait déjà tiré sur la dame. Et il a tiré ensuite sur le monsieur. Et quand on les a déportés de Yaoundé, de Douala à Yaoundé, la dame est restée au GSO et Pierre Gaëtan Gankam est allé au CER. Mais au GSO, la police a pris sur elle de soigner cette dame. Je l'ai retrouvée avec beaucoup de bonheur à l'infirmerie, dans un lit de l'infirmerie de l'hôpital de police. Après qu'on ait opéré, on ait retiré les dernières balles qui étaient restées dans sa jambe. C'est dit que on ne dira pas que je suis de mauvaise foi, puisque je peux pouvoir reconnaître le mérite de cette police qui a pris le soin de traiter cette dame. Elle s'est retrouvée dans la même situation que Célestin N'Djamène. Et ça justifie cette attitude, ce traitement infligé à N'Djamène, justifie effectivement les propos que Michel Ndoki a tenus dans un reportage effectué à France 24 où il disait que j'ai pas peur de m'arrêter, de me faire arrêter. Ce dont j'ai peur, c'est que je ne puisse pas continuer à suivre les soins. Et la gendarmerie, j'ai l'impression que c'est un corps qui se prend et qui se positionne au-dessus des lois. La gendarmerie, ce n'est pas ça. L'esprit de la gendarmerie, ce n'est pas ça. C'est un corps qui doit faire appliquer la loi et non transgresser la loi. Dans ce cas où M. N'Djamène risque de perdre sa jambe, la responsabilité, il faudra interpeller la responsabilité de la gendarmerie nationale. Quand on va interpeller cet état, spécifiquement de la gendarmerie nationale et du colonel qui gère cette prison secondaire, le sinistre chef de service des recherches judiciaires, voilà. D'accord. Sébastien, voilà une situation, une réalité comme ça. Vous étiez en Koningui, vous avez passé quelques jours là-bas, dans une affaire qui vous a opposé à Samuel Eto'o-Fils. Alors, Okale Baudet essaie de décrire les conditions humaines. Et vous qui avez fait un tour là-bas, est-ce que effectivement
C'est l'enfer qui se vit. Non, mais je pense que lorsque vous m'aviez reçu ici, là, dans le direct, après que je sois sorti de la prison centrale de Kondengui, je vous avais fait part des conditions humaines. C'est-à-dire, là-bas, vous allez voir, Thierry, si tu es régulièrement là-bas, tu verras des personnes qui ont des pieds gonflés. Pas parce qu'ils sont entrés là-bas ou ils sont diabétiques ou ils sont malades, mais c'est tout simplement par manque de sommeil. Comme vous êtes en train de le dire, moi j'ai séjourné pendant 8 jours à la cellule de passage. La cellule de passage est au quartier 4. C'est-à-dire que cet endroit avait été construit spécialement pour M. Tutu Sédoua, à l'époque où il était détenu là-bas. Donc c'est un passage obligé. Lorsque vous arrivez à la prison centrale de Kondengui, vous avez un jour que vous devez passer là-bas. Et lorsque c'est un nombre de jours, c'est maxi 8 jours. Et lorsque ce nombre de jours de 8 jours arrive, on doit vous muter. Et vous devez vous arranger à avoir pour moins une cinquantaine de mille avec vous pour vous faire muter dans un quartier. Si vous n'avez pas, on va vous envoyer au Kosovo. Donc en réalité, tout ce qu'il est en train de décrire là, moi je l'ai vécu. J'ai dormi en même le sol à la cellule de passage, où on est même venu me prendre du sang. On a dit que nous, les nouveaux détenus qui sont arrivés, je crois, le 13, la dame est venue, je crois, le 17, si j'ai bonne mémoire, pour venir nous prendre du sang pour faire le test du VIH-Sida. Après, j'ai constaté comment je devenais déjà pâle. J'étais fatigué régulièrement parce que je dormais en même le sol. C'est vrai, j'avais une natte, mais elle n'avait pas l'épaisseur digne de cela. Et ce qui s'est donc passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai donc traité directement avec M. le maire. Donc, quand vous parlez, par exemple, en ce qui concerne les frais que vous devez payer, c'est le CEDAC, c'est lui qui est chargé de la discipline des détenus. C'est un vaste réseau, comme vous êtes en train de dire. C'est-à-dire, vous entendez avec celui qui est considéré comme le maire du quartier ou le commandant de la zone. C'est donc lui qui vous montre le cheminement à suivre. Il peut vous dire par exemple que bon, vous allez prendre le quartier, vous avez vos frais sur le plan local, la mairie de ces côtés là-bas, ça vous revient à 50 000. Avec un mandat, dans le mandat sous-entend que vous devez avoir un lit avec un matelas. Mais une fois que vous arrivez là-bas, vous trouvez le lit, mais vous n'avez pas le matelas. Et quand vous venez vous plaindre, vous allez chez le CEDAC, il vous fait comprendre que mais comment vous ne pouvez pas avoir la prévoyance, pourtant vous êtes tous des détenus. Pourtant ces gens-là travaillent en étroite collaboration avec l'administration pénitentiaire. Et c'est comme ça que la mafia est organisée. Donc, en réalité, les conditions dans lesquelles les gens vivent là-bas, monsieur Thierry, moi je les ai vécues, ce n'est pas facile. Lorsque j'étais par exemple au quartier 3, moi je peux vous dire, dans le local en question, nous étions au moins une vingtaine. Et vous savez, vous qui avez le mandat, vous êtes favoris. C'est-à-dire que vous, c'est une grâce divine que vous ne pouvez pas vous imaginer parce que vous pouvez dormir en longueur de journée, vous n'avez pas de problème. Mais ceux qui n'ont pas de mandat, qui dorment à même le sol, qui réussissent à avoir sur un matelas, c'est-à-dire que l'heure du coucher, c'est 21 h. Vous devez vous lever à 6 h parce qu'on doit nettoyer le local. Et durant tout ce temps, vous restez debout. Certains restent même assis, d'autres sont obligés de faire des vases et biens, tout simplement parce qu'il est question pour eux de chasser le stress pour que le sommeil ne puisse pas les emporter. Donc en réalité, voilà donc comment les gens vivent de ces côtés. Donc ces jeunes dames-là ont parfaitement raison. C'est indigne de ces côtés, c'est nauséabond, vraiment, c'est méprisant pour la vie humaine. Et je pense que régulièrement, lorsque j'allais au quartier 3, assister à la messe, organisée par les catholiques de ces côtés, la plupart des prêtres et les lectrices de messe ont nécessaire de demander au moins les conditions de détention dignes de ces noms par rapport à certains problèmes. Parce que et la prison ne doit pas être l'enfer au Cameroun. La prison est un lieu de resocialisation. C'est-à-dire que quelqu'un peut être, entre guillemets, un clou tordu à l'extérieur, mais une fois qu'il est arrêté et détenu en prison, ça doit être un lieu où on doit le redresser. S'il veut véritablement se redresser via ces conditions de détention, le comportement pourra être amélioré. Mais dommage, ce n'est pas le cas à Kondengui. Lorsque vous y arrivez, si vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas assisté par vos amis, par votre famille, ça je vous assure, vous allez crever. Et c'est pour ça que je félicite la perspicacité du MRC. Parce que voilà un parti au moins qui démontre la suffisance, que militer dans ces partis ne suffit pas seulement de faire foule, mais il y a quand même de l'assistance sur le plan humain. Parce que vous allez voir, moi j'ai vu par exemple mardi dernier, j'étais au tribunal militaire, mais je n'ai pas pu entrer parce que je n'avais pas le badge, mais j'étais à l'extérieur avec près des centaines de militants qui étaient de ce côté. J'ai vu, il a dit qu'une militante qui a décidé sur elle d'offrir un repas. Nous étions au niveau du parking d'un supermarché de la place qui n'est pas très loin de l'Allemagne, de ces côtés là-bas, où le commissaire du commissariat central a fait irruption là-bas, venant nous menacer, nous traitant d'être ceux qui sont en train de faire de l'attroupement, on veut créer du désordre. Mais moi, je vais tout simplement poser la question, monsieur le commissaire, mais attends, vous nous avez trouvé, nous avons sur nous des plats, nous sommes en train de déguster quelque chose. Ça sous-entend que nous n'avons rien à y voir avec ce qui se passe. Le prix là, il nous a intimé l'ordre de partir de là, sinon il va faire venir le camion. Donc, en réalité, le MRC aujourd'hui est à l'écoute de ces militants qui sont en détresse. Ils sont très proches d'eux. Et moi, je pense que c'est une démarche républicaine et patriotique. Ça démontre la suffisance que ces militants qui se sont engagés se sentent aujourd'hui des personnes considérées qui ne sont pas abandonnées.
Et on ne peut qu'encourager cela parce que M. Paul Tuta, ça je ne vous le souhaite pas, allez séjourner à la prison centrale de Kolongi. Et que vous réussissez à sortir de là sans que vous ne tombez malade, il faut rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas facile. Je vous assure, les conditions ne sont pas faciles. Au quartier 3, par exemple, vous avez un lavabo qui est large. Mais lorsqu'il faille que vous preniez votre bain, l'heure, ça dit que providentiel, là-bas, c'est 2 h du matin, 3 h. S'il faille se laver en matinée ou dans l'après-midi, mais c'est dégueulasse. Vous vous retrouvez là, vous êtes près de 300. Vous voyez quelqu'un brosse ses dents comme ça, il cache vos pieds. Lorsque vous voulez manifester, il te dit que va faire des choses là dehors, nous sommes ici en prison. Tu vois l'autre, par exemple, en train de frotter son corps, sa mousse retombe dans ton eau. Soit elle saute sur vous. Moi, j'avais décidé de ne plus me laver. J'ai passé une semaine malgré la chaleur, j'ai supporté. Parce que j'ai dit vraiment ça, si c'est parce qu'il faudrait que je prenne un bain et que j'aille ajouter quelque chose de grave qui risque d'être périlleux pour moi après que je vais retrouver la liberté, mieux vraiment, je préfère mourir comme ça à suicide. Donc les conditions vraiment, elles sont déplorables et je pensais véritablement que les lucifériens que nous avons face à nous aujourd'hui, pour eux, ils sont enchantés. Ils sont enchantés parce qu'en réalité, mais au cas où vous coupez, vous décrivez ce système-là, mais on a vu quand même, basé la Tangana, qu'on a célébré son anniversaire, on avait l'impression d'être militant, pourtant ça passait bel et bien. En réalité, comme j'ai parlé d'une mafia, vous savez, si vous êtes l'outil financièrement de ces côtés, il y a des quartiers là-bas, par exemple la spéciale 14, où sont logés le ministre Langenawono, Atanamebara, Mohamed, etc. Ils ont même des majordomes. C'est eux qui ont construit ces locales, c'est-à-dire qu'ils ont financé. Ils ont essayé au moins de réunir quelques conditions acceptables. Parce que ce n'est pas avec les propres moyens, ce n'est pas. Vous savez que c'est un business qui se passe entre le régisseur et eux. Donc, quand vous avez vu, par exemple, le ministre Atanakuna fêter en grande pompe son anniversaire avec des gâteaux, des hauts standings, c'est parce qu'il s'est donné les moyens de pouvoir se mettre dans des conditions acceptables comme celle-là. Mais par exemple, les indigents, des pauvres entre autres, qui se retrouvent dans ce genre de conditions, qui ne disposent pas des mêmes moyens qu'eux, ne peuvent pas avoir les mêmes avantages parce qu'en réalité, ils seront considérés comme les délaissés pour compte. Donc, ce n'est pas facile et c'est le conseil que j'ai prodigué à plusieurs parents qui abandonnent certains de leurs enfants, quelle qu'en soit la gravité de ce que ceux-là ont eu à commettre. Il ne faudrait pas les abandonner parce que beaucoup deviennent déviants là-bas, soit des homosexuels, deviennent des narcotrafiquants, ils fument le chanvre, ils prennent de la cocaïne à longueur de journée. Certains même sont complètement désespérés, ils deviennent même des grands criminels, c'est-à-dire vous agressent au niveau de la cour. Parce qu'à Kondengui là-bas, c'est la jungle. Hein. Lorsqu'on constate que vous êtes nouveau, chaque fois on va toujours venir vous demander de l'argent. Tel va venir là, il vous demande que mais tu m'as donné quoi depuis que tu es là. Si tu ne tempères pas, il va prendre la lame, il va te blesser. Et quand tu te blesses là, tu ne sais pas par où il faut te blesser, il faut te couper la veine au niveau du cou, au niveau du bras, tu t'es mal saigné là. Donc en réalité, c'est vraiment dégueulasse parce que lorsque vous regardez de manière cavalière comment on a organisé ces procès au niveau du tribunal militaire, moi je me suis un peu, c'est-à-dire intéressé à regarder la plupart des noms de ceux qui étaient en face, en fait des juges, ceux qui étaient chargés de mener ces opérations, d'abord les auditions, plus les procédures menées au niveau du tribunal militaire. Vous allez voir que ce sont des gens qui viennent d'une même aire géographique, c'est-à-dire vous avez là des Boulous et des Nanga. Donc vous comprenez que c'était un agenda caché qu'on a spécifié aux gens spécialement de faire cela. Et il fallait s'y attendre. Pourquoi? Parce que la démarche avait déjà été très bien orchestrée depuis le GRSO, depuis l'arrestation du président de la République Maurice Kamto dans le domicile d'Albert Zonga. Il faut même le rappeler qu'il y avait même des personnes qui étaient des passants, qui n'avaient rien à y voir avec les manifestations. Moi, j'ai vu par exemple une dame qui a témoigné qu'à Douala, elle était allée dans une pharmacie pour prendre des médicaments. Mais comme on avait déjà encerclé le domicile de M. Albert Zonga au niveau des mobiles Guinness, elle a été interpellée. Elle a tout simplement demandé à ces policiers-là que permettez-moi au moins de pouvoir sécuriser ma voiture. Le type lui a dit, moi, je reçois les ordres, vous devez entrer ici. Là. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée déportée à Yaoundé. Donc, vous comprenez en réalité que l'agenda avait déjà été orchestré depuis. Je vous avais dit dans un de vos directs ici avec moi que c'est depuis 2012, lors de la naissance du MRC, qu'un cabinet noir s'était constitué. D'abord, au sous-sol de la présidente de la République, parce qu'il faut toujours le rappeler, ce sont les escadrons de la mort. C'est eux qui avaient brutalisé Richard Dick, le jeune cinéaste camerounais qui est aujourd'hui réfugié en Allemagne, qui avait été déporté comme ça par une voiture non immatriculée, qui avait été transporté dans un coin très reculé de la ville, qui avait été torturé, comme ce que vous avez subi. Ce sont les agissements, là, ces gens de l'escadron de la mort. C'est-à-dire qu'ils sont domestiqués au sous-sol de la présidente. Leur mission principale, c'est qu'ils doivent ôter la vie à tous ceux qui peuvent s'opposer à ce système illégal et génocidaire et criminel. Donc, ces cabinets noirs travaillaient au sous-sol de la présidente, à la délégation générale de la sécurité nationale. Leur problème fondamental, c'était d'abord, premièrement, de savoir qui sont les soutiens du MRC. Deuxièmement, quelles sont les personnes, quels sont présidents
fréquentes et qui peuvent être ses soutiens sur le plan international. Et maintenant, ils mettaient chacun sur écoute. Donc, c'est connu. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. Donc, ils ont atteint le pic parce que, vu la fraude électorale qu'il y a eu lors de la présidentielle du 7 octobre, connaissant qu'ils sont illégitimes, voyant la popularité et le charisme de l'homme, voyant la passion que beaucoup de Camerounais qui sont soucieux du changement, parce qu'il ne faudrait pas globaliser. Sur les 25 millions de Camerounais que nous sommes, il y en a 25 qui sont prêts pour le changement, mais il y en a 5 millions qui ne veulent pas, qui veulent le statu quo. Et c'est eux que vous voyez en longueur de, en fait, chaque dimanche à la télévision de Mille Collines, certains qui écument, c'est-à-dire que les réseaux sociaux avaient des pseudos pour attiser, c'est-à-dire qu'elle a un tontina, c'est-à-dire que tous ces qualificatifs que vous suivez là souvent. Non, en réalité, quand vous voyez ce qui s'est passé le 28 jusqu'à date où on a déporté les gens à Kodengui, c'était un agenda caché qui a été très bien structuré. Mais moi, je pensais tout simplement que ça leur retombera dessus parce qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Et cette branche a été sciée. Elle est complètement en train de tomber. Et chacun d'entre eux sera, face à ses responsabilités, devra assumer le moment venu que le déluge va s'opérer au Cameroun. Tout à l'heure, et c'est par où il sort Thierry parlait de l'indignation des Camerounais. Non. Les Camerounais sont peu ceux qui sont soucieux, ceux qui peuvent s'indigner. Que le prototype de l'homme camerounais, vous qui avez parlé de l'histoire, il faut le regarder même lorsque les Oumniobé combattaient, lorsque Oumniobé s'est rendu en 52 aux Nations Unies. Ça dit que son tout premier discours qui avait été courtisé par les indigents camerounais. Vous avez vu qu'une fois revenu au Cameroun, les deux Camerounais qu'on avait envoyés pour aller contredire son discours, c'était qui? C'était Charles Okala et Joya Aruna, qui sont allés dire qu'il n'y avait pas un problème entre la France et le Cameroun. Une fois revenus, vous n'avez qu'à voir comment ces gens-là se sont répartis la ville de Yaoundé, comment leurs enfants ont gravi des échelons dans l'administration, les avantages contre nature que ceux-là en ont bénéficié. Donc, l'indignation aujourd'hui, c'est un travail qu'on doit continuer à faire, parce que véritablement, la spécificité de l'homme camerounais, c'est l'hypocrisie, la méchanceté, la haine, la discrimination, c'est-à-dire que l'égocentrisme, tout pour moi, rien pour les autres. Et je pense que les nouvelles personnes qui sont aujourd'hui venues sur la scène politique comme les nous autres, nous devons interpeller les Camerounais que ce combat, comme je l'ai dit même fois, ce n'est pas un combat de Kamto, ce n'est pas un combat de Fougué, ce n'est pas un combat d'Albert Zonga. Sans vous couper, Sébastien Bala, il y a quand même une réalité, un chemin qu'on ne comprend pas. On a vu le SDF manifester le 23, je crois que ça devait être le 23. Tout à fait. Ils ont manifesté le 23 ou le 22. Ils ont manifesté librement. Ils ont manifesté librement. Tout à fait. On a fait quelques... Personne n'a été interpellé, personne n'a été violenté. On a également vu plusieurs fois le RDPC manifester. Même le 5 février, je crois, c'est le jour qu'il devait avoir une marche. Il y a eu une marche des militants du RDPC et Touti. On a vu même à Vomeka récemment, les gens étaient à l'église avec les tenues du RDPC. On a vu dans plusieurs prévus, les gens ont marché pour dire merci à Paul Biya. Bon. Alors, il y a, en 2015, on a vu les soldats camerounais qui sortaient de la mission, la MINUSCA, qui ont marché au niveau du quartier général pour revendiquer leur prix. Jamais on a interpellé des gens pour aller les enfermer, les mettre dans des conditions inhumaines. Pourquoi cela arrive aujourd'hui avec le MSC? J'ai également envie de dire sur M. Biya, je doute fort, aucun opposant n'a jamais, à moins que je me trompe, n'a jamais été arrêté et enfermé. Non, moi je pense qu'il ne faudrait pas que vous soyez naïf. Oui, vous avez dit bien que le SDF a manifesté, la répression n'a pas été la même. Bon, même quand voilà, ils manifestent souvent, on la libère, on arrête normalement, on libère. Le problème de fond, c'est que je ne cesse de vous expliquer que c'est l'homme Kamto qui fait un problème. Fait un problème pourquoi? Parce que le régime rebute ces derniers. Vous savez, il faut revenir au principe de l'histoire. Lorsque le Cameroun a cédé à sa fameuse pseudo indépendante, vous savez ce que le général Lamberton avait dit. Il avait dit, certes, le Cameroun a eu son indépendance, mais c'est avec une épine dans sa chaussure qui est l'ethnie Bamileke et Bassa. En réalité, le problème, c'est quoi? C'est le nom de l'homme qui fait peur. Et comme les gens savent qu'ils ont opéré le hold-up électoral, ils savent aujourd'hui que par rapport aux statistiques, parce que ça, il ne faut pas se leurrer. Ces gens, ils sont sadiques comme ils sont là, mais ça dit qu'eux-mêmes, en âme et conscience, ils savent le rapport de force. Ils savent aujourd'hui que, quand sur le plan de la légitimité populaire, vraiment, il n'y a pas de débat. Maintenant, ils ont donc peur d'une seule chose. C'est ce qu'ils redoutent chaque fois, c'est que dans leur illégalité, la jouissance négative dans laquelle ils ont amené notre pays, c'est qu'ils ont peur d'une révolution populaire. C'est pour cela qu'ils sont très réfractaires à toute forme de manifestation à caractère public, même si ça ne va même aboutir à rien.
Tout simplement parce que comme ils savent qu'ils sont arrivés dans l'illégalité, comme ils savent qu'ils ne sont pas là pour l'intérêt des Camerounais. Mais le RDP se manifeste généralement pour dire merci à Paul Biya. Vous dites bien que pour dire merci à Paul Biya. J'ai dit, quand je parle des manifestations, c'est ceux, par exemple, ceux de l'opposition ou de la société civile, parce que toute la société civile n'est pas une société civile de combattants. Il y en a certains qui sont des agents lourds, c'est-à-dire qu'ils servent les intérêts du pouvoir, comme certains partis politiques qu'on ne va pas citer ici. Donc, en réalité, le fait d'avoir durci le ton contre le MRC, c'est tout simplement parce qu'ils savent que la vérité des urnes, elle est là, elle est palpable. Eux-mêmes, ils le savent. C'est-à-dire que même les soutiens qui sont certaines chancelleries, comme par exemple la France, le savent très bien. C'est-à-dire que même si on empruntait 1000, disaient, M. Biya ne pouvait pas remporter la présidentielle du 7 octobre. Ils le savent. Mais dommage pour eux, comme les intérêts sont préservés. Je vous ai dit que c'est le groupe Achat qui finançait la fondation Chantal Biya. Vous avez Orange Cameroun qui fait, c'est-à-dire qu'un chiffre d'affaires de 500 milliards chaque année. Vous avez les brasseries du Cameroun, là où ils sont actionnaires majoritaires. Donc, en réalité, les intérêts de la France ne sont pas bousculés au Cameroun. C'est pour cela qu'à le statut quo avec Paul Biya, ça les arrange. Ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème parce que tant que le groupe Achat est là, c'est-à-dire qu'il finance la fondation, il gagne des marchés, Bolloré est là, il torpille le port, il esclavagise les gens de ce côté là-bas, à l'éveil, c'est-à-dire que personne ne va se plaindre. Il joue à niété. Par exemple, ceux qui travaillent dans les palmeraies de ce côté là-bas sont comme les esclaves des années 40. Ça veut dire qu'il n'est pas dérangé, il n'a pas de problème, son chiffre d'affaires se passe très bien, il fait, c'est-à-dire que la fraude fiscale, il n'y a pas de problème. Non. Maintenant, lorsqu'on peut donc trouver des personnes qui peuvent venir véritablement dénoncer cette forme d'esclavagisation des Camerounais, on estime que les gens ont transgressé la loi. Et c'est pour cela que vous avez donc vu, quand vous suivez par exemple le discours d'un qui se dit être ministre de l'administration territoriale, vous comprenez que ce n'est pas des choses... Vous allez que vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est des choses que les gars se réunissent dans un cadre bien restreint, qu'ils ont travaillé avec les cabinets noirs, qu'ils ont structurés. Et leur objectif, leur principal objectif, c'est de dissoudre le parti et de rester dans le statu quo avec des partis alliés, certains partis qui estimaient à l'époque être des opposants, qui sont devenus des alliés tacites, afin que nous demeurons dans ces statu quo et que le pays n'avance pas. Mais je pense que ça n'aboutira à rien. Et c'est pour ça que je ne cesse d'interpeller le président Maurice Kamto, qu'il a été tellement pacifique, il a été trop attentiste. Il est temps maintenant qu'il puisse aussi durcir le ton pour qu'on comprenne qu'il y a du répondant en face. Parce que nous n'avons pas des hommes de cœur, hein, ces gens que vous voyez là. Je vous ai dit que c'est une bande de sorciers, c'est des gens qui ne l'assument sur aucun moyen. Ils sont prêts à tout. Ils sont dans la posture de génocider les Camerounais, même s'il faille même mettre 1 million de Camerounais, mettre leur vie en péril, ils le feront. Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui préparer les Camerounais à l'ultime combat de comprendre que pour faire partie de ces gens-là, ça ne sera pas seulement en venant parler comme ça, c'est-à-dire que sur votre direct, il faut passer à l'action. Et c'est cette action que le MRC a commencé à implémenter de manière pacifique. Parce que là, les marches blanches avaient, c'est-à-dire un caractère spécifique. C'est-à-dire dénoncer le hold-up électoral. Les gens qui ont volé l'argent pour la canne, des centaines de milliards, ou un monsieur comme Ben Moudou a gagné un marché de 26 milliards pour réhabiliter le stade de Runde Adja, le stade de Pumpumbre et quelques stades d'entraînement. Qu'on vous dise aujourd'hui que les gens ont 3 mois d'arrêt de salaire, il est porté disparu. Quelqu'un qu'on savait au départ qui n'avait même pas une truelle. Vous connaissez le fiasco avec les stades au niveau des départements de la Fédération camerounaise de football, où il n'avait jamais réalisé. Mais il a quand même gagné le marché 26 milliards de francs CFA. Donc, en réalité, on ne peut pas rester indifférent devant une gouvernance aussi, c'est-à-dire que t'actionnes une gouvernance irresponsable, on ne peut plus continuer à permettre cela. Donc, si aujourd'hui le SDF a marché, la répression n'a pas été la même, c'est-à-dire que les attentes n'ont pas été les mêmes, bon, il faut comprendre pourquoi. Ils ont les raisons là-bas. Mais pourquoi ont-ils durci le ton face au MRC? Vous comprenez véritablement qu'eux-mêmes ils savent qu'ils n'ont jamais gagné les élections et que le seul moyen pour eux de survivre, c'est d'avoir la violence pour faire redouter ceux qui revendiquent la vérité de ne plus le faire. Mais je pense véritablement que eux-mêmes, ils sont en train de blesser un serpent qui finira par les mordre. Oui, j'ai envie de vous poser une question. Dans les chaumières, il se dit, certaines langues disent que le MRC est caricaturé comme un parti tribaliste. Et il y a une liste qui a circulé sur la toile quand on faisait partie pour des personnes qui seraient impliquées dans la mise à sac de l'ambassade de Paris. Il y a un nom, l'avocat M. Tassé, qu'on a cité comme résident à Paris, qui était libéré hier, qui est avocat, je crois, c'est à Bafoussam, il était libéré hier, du moins, ce qui démontre à suffisance que c'est une fausse liste. Alors maintenant, comment est-ce que vous pouvez expliquer, justifier cet acharnement, je voudrais dire, cette corrélation tribale qu'on colle au MRC? Pourtant, on sait très bien que s'il faut dire, parce qu'on dit que les Bamileke supportent Maurice Kamto parce qu'il est Bamileke, on se souvient très bien que Maurice Kamto n'est pas le seul candidat. Bamileke a été candidat
à une élection présidentielle. En 2011, on a vu Jean de Dieu Momo qui était candidat, on a vu Jean Djega qui était candidat, pour ne citer que cela. Mais on n'a jamais fait une relation en disant que les Bamileke supportent leur frère. Aujourd'hui, pourquoi on veut à tout prix faire? Certains disent que le MRC est un parti tribal, qu'il n'y a que les Bamileke qui soutiennent, que les Bamileke ne soutiennent que les frères. Non, moi je pense véritablement que moi je ne jouerai pas, je ne vais pas s'élever sur ces terrains parce que vous connaissez au moins la constitution des responsabilités au sein du MRC. Monsieur Thierry Okala-Eboude qui est ici là n'est pas ressortissant de l'Ouest. Mais que Emmanuel Sim qui est le troisième vice-président n'est pas de l'Ouest. Monsieur Sosten Medal Lipot n'est pas ressortissant de l'Ouest. Vous avez du Bounissa qui n'est pas ressortissant de l'Ouest. Vous avez monsieur Mamadou Mota. Donc en réalité, je pense que ceux qui ont attisé ces chiffons rouges savaient à quel dessin ils étaient en train de jouer. Moi, vous savez, rien ne se cache dans notre pays. Les choses sont palpables. Je vous avais dit ici là que il y avait eu une réunion secrète à la présidente de la République avant le lancement, en fait, avant le début de la campagne électorale. Cette réunion avait été convoquée par M. Jacques Famendou, que tout le monde connaît, qui est un grand tribaliste. C'est lui que j'ai souvent traité d'être un sakumbiste. Vous avez connu Sakumbi, le ministre de la Communication de Mobutu. Une fois que Mobutu était tombé, était venu vous dire que Mobutu violait les femmes des gens. C'était un ceci, cela, il buvait du sang humain. J'ai assimilé M. Jacques Famendou, que demain ou après-demain, lorsque M. Biya ne sera plus là, qu'il viendra vous dire même que peut-être une de ses épouses avec lesquelles ils avaient divorcé, ça serait peut-être M. Biya qui sera l'origine. Donc, en réalité, c'est des réunions. Non, là, c'est quand même. En fait, c'est-à-dire que c'est une figure de style que j'ai utilisée. Je n'ai pas dit que c'est ça, puisque je l'ai assimilé à M. Sakoumi. Donc, je dis tout simplement que Jacques Famendongo, il était d'abord question, premièrement, pour lui de se rassurer que le Conseil constitutionnel, ceux qui avaient été nommés, c'est-à-dire son président Clément Atangana, les Lekene-Donfat, que ceux-là allaient être fidèles au créateur, parce que vous savez qu'ils se revendiquent souvent d'être la créature d'un individu. Ce qui est même vraiment pour un homme qui se dit homme de science, entre guillemets, vraiment, c'est. Vraiment, ça laisse à désirer. Et que plus ou moins, que ceux-là ne pouvaient pas faire ce qu'on appelle la solidarité du corps, parce que Kamto étant avocat, est-ce qu'au finish, le 7 octobre, ils ne pouvaient pas proclamer Kamto président de la République? Parce qu'eux-mêmes, ils savaient que, tel qu'ils étaient en train d'aller à la présidentielle de 2018, là, le 7 octobre, vu, ça dit que le bilan qui était complètement négatif sur le plan social, sur tout le plan, vraiment, il n'était plus question que M. Biya reste à la tête de l'État du Cameroun. Ils avaient vu ça venir. Et dans cette réunion, l'objectif principal, c'était d'abord d'influencer le Conseil constitutionnel, de se rassurer que le cas des membres puisse faire allégeance à celui qui les avait nommés de ses côtés. Et la deuxième chose, et l'objectif qu'il fallait encore lancer dans les médias, c'était de captiver un certain nombre de médias où on devait véhiculer des propos tribalistes. Et c'est là où vous connaissez la télévision de Mille Collines. Et pour faire ce sale boulot, il fallait donc recruter certains petits diplômés qui se font passer pour des hommes de sciences qu'on ne les retrouve pas en bibliothèque. Certains d'entre eux qui n'ont jamais signé un article scientifique dans une revue, c'est-à-dire internationale, crédible, une revue de qualité sur le plan mondial, et que ceux-là devaient donc véhiculer des concepts selon lesquels le MRC est un parti des Bamileke. Vous avez même vu qu'ils ont créé même encore un autre truc en disant qu'on avait nommé M. Kamto comme, je crois, doyen, non, du département des sciences juridiques et politiques en Gambéry. Il a refusé des partis pour dire qu'il ne peut pas aller enseigner des moutons. Vous avez vu, ça a circulé sur la toile. Donc en réalité, c'était des stratagèmes qui étaient bien structurés, bien murlés, parce que ces gens n'avaient que comme seule arme pour pouvoir se défendre, de lancer, c'est-à-dire que sur l'espace public, le tribalisme. Et vous avez vu que ça est en train de jouer aujourd'hui plutôt en défaveur de l'unité du Cameroun. Parce que ceux qui sont allés créer, d'abord, premièrement, dans les réseaux sociaux et à la télévision de Mille Collines, il a dit que le concept est tontinant. Mais vous savez qui sont? Vous avez par exemple un monsieur comme Daniel Claude Abate qui vous dit qu'il a fréquenté à Oxford. Il a été à la London Business of School. Lorsque vous allez fouiller là-bas, vous n'avez même pas les repères de ces derniers. Qui vous avait dit qu'après Biya, ça sera un autre Biya. Dans son. Ça dit que tout le monde. Il a lancé une chasse contre. Tout à fait. Tout le monde sait ça. Vous avez la pseudo-Malène. Donc, en réalité, c'était un agenda qui avait été savamment bien orchestré. Vous savez que nous sommes dans un pays où les gens sont dans l'extrême misère. Où beaucoup de gens pensent que, qu'en longueur de journée, s'ils subissent des malheurs, ça peut être du fait de toi ou de moi ou de Thierry au Kalaïboudé. Vous savez qu'au Cameroun, lorsque vous mettez le concept Bamileke, ça braque immédiatement, ça dit que d'autres Camerounais contre les Bamileke. Pourquoi que si aujourd'hui moi je peux manger chez moi, ça serait l'origine principale d'un Bamileke. Donc, les gens ne le font pas, ça dit que ce n'est pas innocent. C'est structuré, c'est organisé. Et il y a donc ceux qui sont chargés de véhiculer cela. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont tombés sur leurs propres pièges parce que quand ils regardent aujourd'hui l'organisation du MRC,
les marches du 26, eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas à ces rapports de force. Vous avez vu qu'on a marché à Yaoundé, à Douala, à Mbouda, à Bafang, à Banganté, à Bafoussam, à l'Est, à Ebolova même. Donc, ils ne s'attendaient pas à une telle mobilisation comme celle-là. Et c'est pour ça donc, que vous voyez, donc, ils ont haussé le ton, ils sont passés à la barbarie que tout le monde les reconnaît, c'est-à-dire que dans leur posture brutale, sauvage, c'est-à-dire que dans sauvager les gens comme Achille Mbembe Matélé, dans son brillant ouvrage de l'Afrique indocile. Donc nous sommes dans cette posture-là, dans le sauvagement. C'est-à-dire que nous sommes donc revenus là à l'état sauvage et pur. Quand vous voyez Madame Doki vous accorde une interview à France 24, elle vous dit qu'elle n'a pas peur de se faire arrêter, mais le problème de fond, c'est qu'elle a peur qu'une fois qu'elle se fera arrêter, est-ce qu'elle va continuer à suivre ses soins? Vous avez vu, il a révélé ici, par exemple, M. Saint-Jean, je vous avais dit que moi, je m'inquiétais pour lui. Parce que vous avez vu que lorsqu'on avait tiré sur lui, il n'a plus pu s'élever. Il n'a plus pu s'élever. Est-ce qu'il risquait véritablement encore de trouver sa jambe normalement? Il va falloir l'intervention de Dieu. Donc, en réalité, ils sont dans cette posture d'opposer les Camerounais les uns contre les autres pour qu'on s'entretue. Entre-temps, eux, ils se sont déjà recyclés dans les grandes écoles qui sont lyriques, les NAM et les miens, à travers les enfants. C'est pour cela que moi, je dis qu'ils ont fini par allumer le feu. Moi, je ne vais jamais venir jouer ceux qui vont apaiser. Les gens ont actisé, c'est-à-dire que la haine tribale, la conspiration du divisionnisme, le diable est entré. Donc, c'est-à-dire qu'au sein de la maison, il sera tout simplement question que chacun assume. Ça, c'est Sébastien Ebala, sinon je peux avouer, vous et moi, nous ne sommes pas d'une même tribu, ainsi que M. Okala et plusieurs autres personnes que je côtoie. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce piège, parce que je peux vous dire que lorsque je marche dans les rues de Yaoundé, je vois, il n'y a pas, ça ne se ressent pas au niveau du bas peuple. Je vois des Bamileke s'asseoir avec les Boulous, etc., les Bassa. Les Camerounais, même fondamentalement, ne sont pas, moi c'est une position personnelle, ne sont pas ainsi. Vous avez vu, il n'a qu'à voir cette montée divisionnisme qu'on est en train d'entretenir, certains médias voient sur la toile. Ça ne marche pas dans les quartiers. Les malades intertibaux continuent à exister. Lorsqu'on est malade, on va dans une pharmacie, on ne veut pas chercher si le pharmacien est bamiliqué ou pas. Lorsqu'on va emprunter un taxi, on ne va pas chercher si le taximan est boulou. Non, honnêtement, je pense qu'il faut éviter. J'ai fait un post où j'expliquais que ce système de divisionnisme est construit par l'élite politique qui veut à tout prix se maintenir au pouvoir. C'est une stratégie que l'Alpha Blondy a appelée diviser pour mieux régner. Donc, vraiment, il ne faudrait pas qu'on tombe dans ce piège et qu'on continue à dire aux Camerounais de ne pas faire cette erreur. La preuve, ceux qui ont voulu faire croire que M. Kamto est tribaliste, ou bien au parti, on a vu, on nous a donné les chiffres de l'ECAM disent que dans son village, il a perdu les élections. Les chiffres de l'ECAM disent qu'à l'ouest du Cameroun, il a perdu les élections. Donc, ce raisonnement, eux-mêmes entre eux, ils ne sont pas logiques dans leur raisonnement. Par contre, M. Bia, au sud, a remporté avec 80%. 100%. Posez-vous donc la question de savoir qui est réellement tribaliste. Alors, au fond, on pense que c'est une construction dans laquelle moi, je vais terminer tout simplement en disant que oui, c'est bien beau de dire qu'on ne devons pas tomber dans ces pièges. Mais ceux qui le font, vous n'allez pas me dire que lorsque quelqu'un atteint le grade de professeur d'université, lorsqu'il va par exemple sortir le concept tontinant, ne pensez pas que lui-même il ne connaît pas le danger de ces divisionnismes-là. Moi je dis, je le répète, je ne viendrai pas jouer à ces jeux. Ils ont allumé le feu, il faudra assumer. Bon maintenant, les Camerounais ont leur propre conscience, ils ont leur propre responsabilité, mais si ce n'est que pour moi, je ne peux plus venir jouer les apaisements. Parce que nous avons atteint le pic, ça a atteint un degré où c'est irréversible parce que vous voyez, même lorsque les gens se font auditionner dans les commissariats, dans les brigades, ça ressort. Et vous avez vu lorsque ceux qui arrêtaient, c'était des militants du MSC qui avaient manifesté à la cathédrale. Vous avez une jeune dame là qui vous avait fait comprendre que lorsqu'elle se faisait auditionner, l'officier de police lui a d'abord pour la question de savoir si elle est manifestée. Mais attends, un officier. Donc, vous comprenez en réalité que, oui, moi je vais venir dire peut-être à celui qui est ici là, dans ce quartier, oui, ne fait pas sa vie. Il va me comprendre, mais quand il va se retrouver face à un policier, c'est lui qui est allé à l'école, qui s'est dit être officier de police, qui maîtrisait bien la loi, le droit, qui sait très bien que en avançant des propos comme celle-là, ça peut incendier la cité. Mais il va dire qu'il y a ce que Ebala dit là-bas, c'est pour Ebala là-bas. Le gars là agit. Donc le plus important aujourd'hui, c'est de dire à ceux qui ont conspiré, qui ont organisé, qui ont structuré, ça c'est d'assumer. Moi, je ne vais pas venir jouer les apaiseurs dans une histoire où les gens vont prendre l'argent au cabinet civil. Ils sont financés par certaines officines. Et nous allons venir à chaque fois jouer les apaiseurs pendant 7 ans. Et ils font de la poule. Je ne vais pas dire que je vais jouer à les jeux ou je vais faire comme eux. Mais je dis tout simplement qu'ils sachent, comme je l'ai maintes fois dit, que le feu va s'allumer. Ça sera d'ici le mois de juin, mais qu'ils sachent que personne ne sortira. Et aucune ambassade ne va les habiter là-bas comme des réfugiés pour pouvoir les faire extirper du Cameroun. Nous resterons tous ici là.
ceux que ça va calciner, ceux qui resteront vivants, c'est eux qui resteront, par exemple, relayer la vraie histoire du Cameroun, ce qui s'est passé, ce qui avait été considéré. Parce que lorsque vous voyez des gens qui se revendiquent être des élites, je vous ai pris le cas de Toundingwa, je le cite, s'il veut qu'il me porte plainte, qu'avant le début de la campagne, il avait acheté 500 machettes, il a redistribué à dire qu'aux jeunes de son quartier à étudier. C'était pour faire quoi avec les machettes en question? Alors, je profite pour poser une question à M. Okala Ebode. On a vu hier Mouté Ambassa, un cadre militant du parti au pouvoir, a tenu un discours hier sur, je pense que... Oui, c'était sur Equinox. Qui a, entre guillemets, demandé la libération du professeur Maurice Kamto, entre guillemets, entre les lignes, parce qu'il estime que son parti a commis une erreur monumentale et qui consiste à faire de M. Kamto un martyr. Et on sait aussi que M. Messanga Nyanding a tenu presque les mêmes propos la dernière fois sur le plateau de Balafon, où il estime que l'arrestation de M. Kamto est juste et revendique sa libération. On a vu également plusieurs, en fait, je voudrais savoir, plusieurs leaders de partis d'opposition. Ce qui est bizarre, c'est qu'on constate que même entre les mototaximens, il y a une certaine solidarité. Vous avez vu ce qui s'est passé à Elictua hier. Même entre les vendeurs à la souvette, on a vu ce qui s'est passé à l'avenue Kennedy, il y a une certaine solidarité. Même entre guillemets, même si c'est discutable, les journalistes, il y a une certaine solidarité. On a vu comment le CNJC s'est levé dans le cadre de l'affaire Mimi Mefo. Mais on est tout de même très surpris qu'après l'arrestation de Maurice Kamto, certains leaders de l'opposition se réjouissent plutôt parce qu'ils se réjouissent en filigrane. Donc quand on gardait le silence, il n'y a que Mme Kawala qui a demandé demain aux gens de se vêtir en noir pour sortir et manifester contre cette arrestation, ainsi que celle des anglophones, des leaders anglophones qui durent depuis 3 ans. On a également vu M. Nietzsche faire un post pour dénoncer cela et il est Kamra. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer ce silence de l'opposition qui pourtant clame tous les jours et qu'ils veulent faire une coalition si déjà ils ne parviennent pas à revendiquer la libération d'un de leurs? Il faut reconnaître que l'arrivée du MRC est venue donner un grand coup de pied à la fourmilière de la corruption politique au Cameroun. Vous n'êtes pas sans savoir que les acteurs politiques dits de l'opposition et le pouvoir en place ont passé comme une espèce de petit contrat entre amis. Tu ne touches pas mes intérêts, je ne touche pas au tien, et puis il y a des prébendes et des petits cadeaux qui se font. Donc, quand on a fixé cet environnement, on comprend que quand quelqu'un vient jouer les empêcheurs de tourner en rond, il ne peut pas être vu d'un bon œil. Et c'est de ça que le MLC souffre, c'est-à-dire que nous, le MLC, ses acteurs se sont inscrits dans une logique de permanence, dans une logique de conquête, pas dans une logique d'accompagnement. Le MLC n'est pas venu accompagner, le MLC est venu mettre en pratique l'une des fonctions d'un parti politique, c'est-à-dire c'est la conquête et parfois voire la conservation du pouvoir. Et donc, alors que les autres n'étaient que des permanents skieurs qui jonglaient avec les envies des Camerounais, qui jonglaient avec, n'est-ce pas, les rêves des Camerounais de voir l'assistance émergente de notre pays. C'est ça, simplement. Il faut donc comme tu as commencé à le dire, saluer, n'est-ce pas, ceux qui estiment que la réalisation de Maurice Kamto mérite que les acteurs politiques s'y intéressent. On ne va pas forcer la main aux gens. Tout à fait. On ne forcera pas la main aux gens. Mais qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas. Et je souhaite qu'ils viennent davantage, parce que ce n'est plus l'affaire simplement du MRC. C'est l'affaire de tout le Cameroun. Il faut que les gens s'approprient désormais cette lutte. On dit chez nous au village que on ne peut pas dépecer l'éléphant seul. C'est une trivialité. Tout à fait. Quand l'éléphant est tombé, quand l'individu a battu l'éléphant, ce qui fait qu'il court au village chercher du soutien pour venir dépecer cet éléphant. Et le MRC a abattu. Son candidat a abattu cet éléphant. Et il importe maintenant à la communauté politique de venir, n'est-ce pas, dépecer ce monstre qui s'est passé pour être imbattable.
qui se passait pour être invincible. C'est ça le problème. Donc, les gens doivent éteindre leurs égos. C'est vrai qu'aussi, parmi ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut soutenir Kamto, il y a des gens qui le disent du bout de l'air, qui le font pour répondre à un cahier de charges. Mais je dis avec tout ça, ce type d'acteur, le RDPC et M. Biya ont commis une erreur grave, irréparable. Lorsque Kamto rentre de Addis Abeba, il dit une chose que les gens n'ont pas, que les analystes du régime n'ont pas bien perçu, n'ont pas bien décortiqué. L'efficacité, c'est dans la tête et non dans la violence et dans les muscles. C'est simplement ça. Et ils n'ont pas compris que la lutte avait pris une autre dimension, que nous n'étions pas entrés, nous n'étions pas venus pour nous résigner. Parce que vous trouverez donc que, comme Kamto, la plupart des responsables et des militants du MSC sont des gens hargneux, des gens déterminés, dont l'abnégation est inébranlable. Et donc, je profite donc de ce plateau pour dire que la preuve de cette abnégation, de cette détermination, de cette volonté inébranlable, c'est le sourire avec lequel les camarades qui sont détenus, qui sont séquestrés, qui sont les otages de M. Biya, accueillent leurs visiteurs. Parfois, c'est eux qui vous demandent de ne pas perdre la foi, alors que c'est eux qui sont en situation de carcération. Donc, tout ça redonne ou conforte dans la perspective que nous ne nous sommes pas trompés de combattre. Alors, M. Okalabodi, je vais vous poser une question. Aujourd'hui, on a vu à Garoua les militants du MRC, malgré ce qui se passe, parce que d'aucuns ont dit que l'arrestation de M. Kamto était un schéma atypique de la chute ou de la dislocation du MRC. Mais on a vu des jeunes à Maroua, des jeunes femmes, avec des chasubles qui étaient en train de faire des opérations en ville propre, qui nettoyaient les artères de la ville. On a également vu plusieurs personnes lancées même dans les réseaux sociaux, des manifestations à vouloir adhérer au parti. On a comme l'impression que plutôt ça a plutôt fait un coup de publicité, comme l'a dit Mouta Ambassa, pour le MSC. Maintenant, dites-nous, ceux qui sont dans cette situation d'incarcération, qu'est-ce que vous, à votre niveau, vous faites pour eux, pour les venir en aide? Est-ce que vous pouvez vous en sortir normalement? Il y a une dimension sociale. Il y a une approche sociale que le MSC a engagée. Vous savez, des gens qui sont interpellés, comme ceux qui ont été à Tchang, à Bafoussam, à Bangaté, et qui ont été déportés à Yaoundé, parce qu'il ne faut pas de déportation et rien d'autre, ont besoin de se sentir accompagnés. Et comme je le disais à un de vos confrères aujourd'hui, dans un reportage qui passera chez eux dans les prochains jours, les prochaines heures, c'est que nous ne devons pas les abandonner. Tout à fait. Et nous avons un défi logistique. Un énorme défi logistique qui a commencé au lendemain de leur arrivée à Yaoundé. Donc on a été comme tout le 28, le 29 était à Yaoundé. Avec les autres, il fallait y penser à ces gens qui ont été déportés et dont les familles sont éloignées. Quand même c'est là à Yaoundé, il fallait leur apporter notre solidarité parce qu'ils ont été arrêtés dans le cadre d'une activité concernant le MSC. Donc alors, nous, dans ce défi logistique, les militants se sont engagés bénévolement, pro domo, financièrement, physiquement, matériellement, à supporter, n'est-ce pas, à soutenir ses camarades. Et pour structurer cet accompagnement, le MRC a mis en place un mécanisme de levée de fonds qui nous permet de tenir un certain nombre d'engagements. Je vous ai parlé de M. Tchomou Michel, il fallait lui acheter des médicaments pour entretenir son état de santé. Ils sont nombreux comme ça. Il faut soutenir Célestin Diamel, c'est la contribution de ces Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur qui fait que nous sommes toujours auprès d'eux. Et donc, même les familles, les camarades vont voir les familles pour leur exprimer leur solidarité et parfois déposer quelques victoires pour que les enfants ne se sentent pas, pour que la famille qui est restée ne se sente pas abandonnée. Donc, le MSC a mis en place, et cela répond, n'est-ce pas, à la description qu'on a fait du MSC, des tontinards. Ça reste dans l'esprit de la tontine, de la synergisation, de la mise en place des synergies collectives, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, faire que les camarades ne se sentent pas délaissés, qu'ils ne croient pas qu'ils se sont engagés dans la mauvaise voie. Alors nous avons quand même appris que depuis hier, aujourd'hui,
à la prison de Koningui pour apporter le soutien, notamment des denrées, pour nous citer que cela, et qui vous soutiennent dans toutes ces démarches. Est-ce qu'il y a des initiatives? Parce que nous lisons à travers les commentaires plusieurs Camerounais qui manifestent en demandant qu'il faut par exemple créer un éthique, qu'il faut dire comment apporter les solidarités à toutes ces personnes détenues. Quelles sont les directives, les initiatives que vous avez prises dans ce sens? Oui, au lendemain de du coup que le régime nous a porté et dont nous nous remettons très rapidement, nous avons mis en place un mécanisme de collecte de fonds par Mobile Money, Orange Money. Donc nous avons mis... Vous communiquez comment ça se fait? Parce que des gens... Nous avons conçu un flyer qui est distribué, qui est affiché sur les réseaux sociaux, qui porte... C'est à quel niveau? Je pourrais avoir sur quelle page? Puisque les gens demandent, je peux le mettre en commentaire. Vous l'avez sur votre page? Il faut peut-être regarder MRC Communication, MRC Forever. Il y a plusieurs pages ou alors sur la page Edwige Ngeko, qui est la conceptrice de ce flyers. Et donc nous avons mis le numéro Orange Money et MTN Money. Et après, pour ce qui est de l'international, il y a des gens à l'international qui ont fait des litchis, qui ont mis en place des GoFundMe. Et puis, nous disons aux Camerounais qu'ils ne peuvent passer par les litchis, les GoFundMe, qu'on peut passer par les mécanismes habituels sans publicité, les Warremit, les MoneyGram, les Western Union. Il n'y a pas une exclusivité il n'y a pas un opérateur exclusif de cette opération. Parce que aussi, les Camerounais utilisent divers produits de divers opérateurs. Alors, vous parlez de Warremit parce que les gens en commentaire demandent des liens. Comment ils peuvent faire pour avoir ces liens, les TI, etc. Les TI, c'est essentiellement les gens qui sont en Europe, le GoFundMe. C'est aux États-Unis. Oui, en Europe, aux États-Unis, au Canada. C'est ces gens qui sont là-bas qui les utilisent beaucoup. Et dans le cas du Cameroun, ceux qui souhaitent apporter leur contribution pour continuer à relever ces défis logistiques peuvent aller faire un dépôt sur le nom du cas écouté Joseph Thierry à partir d'un Warremit, d'un MoneyGram, d'un Express Union. Express Union, vous savez, même si ils ne nous ont pas fait beaucoup de cadeaux pendant la campagne en faisant de nous ouvrir encore, il faut quand même dire que les gens utilisent ce mécanisme pour nous envoyer également leur soutien. D'accord, je crois que je suis sur la fiche, je vais le diffuser en direct. Oui. D'accord, vous avez dit qu'il y a des laitiers. Les laitiers, c'est les lions. Et il y a les Warremit également, c'est les lions, parce que ça dépend des pays. Vous avez dit qu'on peut les obtenir. On peut les obtenir sur la page pour les laitiers, sur la page de Henri Djoko, qui est en Europe, qui est le responsable Europe du MRC. Un GoFundMe qui a été lancé par les camarades de la diaspora états-unienne. Ils n'ont qu'à chercher. Je ne m'attendais pas, je voulais préparer les liens pour venir pour les communiquer directement, mais c'est des choses relativement faciles à trouver. Ou alors, pour éviter de se compliquer la tâche, comme je l'ai dit, il y a même Warremit. Oui, il y a le Warremit, l'Express Union, le Western Union de MoneyGram. D'accord, je crois que je suis sur le lien. Alors, je vais te poser une question à Sébastien Bala. Oui. Mais avant, avant que Sébastien Bala ne prenne la parole, je voudrais profiter de ce direct que tu organises pour dire un grand merci, un très très grand merci à tous ceux qui se sont spontanément portés au secours, n'est-ce pas, du MRC et de ses militants. On n'aura jamais assez de mots pour vous dire toute notre gratitude. Et c'est la preuve que même si au début de ce programme j'ai dénoncé l'incapacité des Camerounais à l'indignation collective, que le MRC est venu faire renaître, revivre un certain type de solidarité. Et que donc, la preuve que les Camerounais sont capables de dépassement, la preuve que les Camerounais sont capables de redevenir des humains, est l'épreuve, cette épreuve qui nous a fait sentir que nous n'étions pas seuls. Et comme je l'ai dit, je dis merci à ces Camerounais et je dis que quand j'ai dit merci, je n'ai pas cessé d'attendre. Parce que, comme je viens de le dire, comme on vient de le dire, nous avons 124 personnes, 139 personnes, moins quelques personnes qui vont bénéficier des libertés provisoires, qui ont besoin de notre soutien pour améliorer, autant que faire se peut, leur confort, leur séjour, n'est-ce pas, à la prison centrale de Yaoundé, qui n'est pas
le meilleur lieu où on peut mettre des gens qui ont marché. D'accord. Je viens à Sébastien Ebala. Et M. Okala Ibodé parlait tout à l'heure de le propos de M. Kanto lorsqu'il est revenu d'Addis Abeba, où il parlait de l'efficacité. Alors, est-ce que j'ai envie de lire ici la sortie de Moté Ambassa, qui a dit Kanto a piégé le gouvernement et le gouvernement est tombé. C'est mon avis personnel. Je conseille au président de la République de libérer tous ces gens. S'il laisse Kanto devient martyr, ça sera très difficile à gérer après bien. Et vous verrez. Maintenant, Robert Mouté, il le dit, en tant que membre titulaire du comité Sanka du RDPC, qui pense que le président du MSC pourrait connaître la trajectoire de Nelson Mandela, Thomas Sankara ou Laurent Gbagbo. Bon, il a tenu ses propos hier à l'émission sur Equinox, à la chaîne de télévision Equinox. Est-ce que selon vous, ça dit que c'est lui là, il peut comprendre le sens de l'explication que... Mais je pense que l'avant-dernier direct que nous avons effectué ici, je vous avais dit qu'il était dans cette trajectoire, donc il n'a pas inventé le fil à couper le beurre, parce qu'en réalité, un grand homme, les grands hommes qui ont marqué, ça dit que notre existence sont passés par ces chemins. Et lorsque vous êtes un leader charismatique, que vous vous retrouvez dans des états comme les nôtres, où l'ensauvagement est la chose la mieux partagée, la déshumanisation, l'humiliation, vous ne pouvez que vous attendre à ce genre de phrases. Mais moi, je pense beaucoup plus que lorsque vous avez regardé le président Maurice Kamto, même son discours à l'endroit de la jeunesse, vous avez constaté que c'est quelqu'un qui a gardé la tête haute, c'est-à-dire qu'il est resté droit dans ses bottes. Et vous avez vu, lorsqu'il était devant le Conseil constitutionnel, il avait dit qu'il se donnera tous les moyens possibles, que ce soit sur le plan juridique et sur un autre plan. Pas comme c'est que ces plans que les gens, un individu serait allé dire qu'il a un plan diabolique pour le Cameroun. Donc je pense véritablement que c'est une très grande trajectoire. Parce qu'en réalité, la prison n'est pas l'enfer, la cellule n'est pas l'enfer, parce que à partir de là, il va encore beaucoup s'ébonifier. Moi, j'ai utilisé un peu une image sur le plan de l'anthropologie culturelle, en disant que le fait que M. Kamto était détenu au GSO et qui se retrouve aujourd'hui à la prison centrale de Kondengui, il est au LACAM. Et sur le plan culturel, lorsque vous êtes dans le LACAM, lorsque vous ressortez de là, c'est pour que vous venez prendre le pouvoir. Donc je pense véritablement que... Donc pour vous, que la prison c'est le LACAM? Non, écoutez très bien, que le régime génocidaire a permis véritablement à M. Maurice Kamto, au sorti de là, de venir prendre ce que les gens ont voulu maladroitement lui retirer. Parce que vous savez que là où il est là, il est au LACAM. Et vous savez que lorsque vous êtes au LACAM, vous renaissez de nouveau. Vous allez reconquérir, c'est-à-dire qu'une nouvelle cuve de jouvence, vous allez remplir de nouvelles énergies. Et une fois qu'il sortira de là, il viendra prendre haut la main ce qui lui revient de droit. Donc moi, je restais droit dans mes bottes et je l'ai dit, que ça soit même dans certains endroits, que ça prendra le temps que ça prendra, M. Kamto finira par exercer son pouvoir. Et je peux vous dire que ça ne finira pas avant le mois de l'année 2019, et au plus tard au mois de juin. Parce que tout ce que vous voyez là, comme sorte d'agissement là, c'est-à-dire que c'est que la clé est déjà là, le paillasson est déjà là. Il manque tout simplement la petite étincelle comme ça là. Vous allez voir, même ces gars des forces de défense et de sécurité là, ils font de l'hypocrisie. Moi j'ai vu certains d'entre eux. Parmi ces 3 policiers qui étaient venus m'arrêter le 11 décembre dernier, j'ai reconnu 2, c'est-à-dire qu'ils sont le commissariat central numéro 1. Quand ils sont arrivés, parce que j'étais à côté des militants du MS, là, s'ils avaient été chassés à l'ancienne immigration, ils ont été envoyés du côté de Campero. Je les ai retrouvés là-bas, nous étions en train d'échanger, certains qui m'ont reconnu, on échangeait. Le commissaire est venu là, bon, l'une des choses quand même que j'ai salué de ces commissaires, c'est qu'il est courtois. C'est-à-dire qu'il vous dit quand même d'abord bonsoir, vous comprenez au moins que c'est quelqu'un qui a fait de très bonnes humanités. Mais vous avez quelques petits officiers gardiens de la paix là, qui sont un peu zélés, arrogants, méprisants. Mais je peux vous dire que pour que les militants du MRC se déplacent là, ça n'a pas été facile. Ils ont tout simplement demandé au commissaire que, monsieur le commissaire, nous sommes là, nous ne sommes pas venus faire du désordre. Nous sommes venus assister nos camarades qui se retrouvent à l'intérieur du tribunal militaire. Faute de n'avoir pas eu de débattre pour que nous puissions être là-bas à l'intérieur, nous puissions rester ici là dehors pour suivre le déroulé du procès. D'abord, le commissaire a dit, je vous donne 5 minutes pour que vous partez de là. Bon, vous savez que nous étions dans la nuit et ils étaient hyper armés. Ils pouvaient encore créer autre chose et ils se mettent à tirer sur les gens. Moi, je n'ai pas peur de la mort, mais vous savez qu'on peut ôter la vie aux enfants des gens là, même aux passants qui peuvent recevoir une balle là et ils vont aller faire des rapports pour démontrer que peut-être vous avez opposé une résistance. Donc,
En réalité, je peux vous dire que même au sein des casernes, même au sein de certaines brigades et dans certains commissariats, les gars, c'est-à-dire qu'ils se parlent, ils se disent des choses parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas rassurés avec ces systèmes illégitimes, ces systèmes c'est-à-dire que des tortionnaires, ces systèmes qui humilient les gens. Beaucoup d'entre eux là, leurs carrières sont en dents d'ici. Beaucoup sont là, ils ont leurs enfants, ils sont les espoirs des familles, ils n'arrivent pas à arrondir, c'est-à-dire que les deux angles. Pourquoi ils vont continuer à servir un système tyrannique qui tient au bout du fil comme ça, un système qui est déjà complètement lui-même, qui a noué sa propre corde du pendu. Mais vous avez vu aujourd'hui, M. Biya estime qu'il est trop fort, il est hyper fort, il a vraiment, c'est-à-dire que stérilisé les Camerounais. Mais pourquoi il ne sort plus depuis 6 mois aujourd'hui? Saviez-vous que... J'ai dit pourquoi il ne sort plus hors du Cameroun? Est-ce que vous savez que l'hôtel intercontinental a envoyé une lettre confidentielle à M. Biya lui demandant de ne plus venir parce qu'eux, ils ne sont plus susceptibles de garantir sa sécurité? Mais qu'il aille encore à l'étranger. Je vous informe donc, qu'il aille encore à l'étranger. Savez-vous qu'il y a tout un avion médicalisé qui vient ici là après 2 semaines pour venir lui administrer un certain nombre de soins de santé? Parce qu'il a compris donc maintenant que ça ne sera plus possible. Avec tout ce que vous avez vu à l'ambassade de France, on a fait circuler les noms des gens. Les gens ne vous disent pas que c'est lui qui avait ouvert le portail, qui est un portail métallisé. Parce que pour l'ouvrir, si vous n'avez pas la clé, vous devez avoir la carte magnétique. Il s'appelle un certain Tundi. Et la journaliste de la CTV qui était là, qui avait filmé en direct, qui lui avait dit qu'on devait casser ces jours-là. Donc vous comprenez qu'ils ont organisé leur propre cinéma et ils ont fini par tomber dans leur propre pierre. Et aujourd'hui, ils veulent venir se désolidariser des gens de Dieu Moumou le bouffon en disant qu'il a agi. C'est un bouffon. Quand on dit bouffon, c'est pas de l'insulte. Que monsieur Jean... Le ministre délégué. Bon, votre ministre, moi il n'est pas mon ministre. Parce que monsieur Biya était un imposteur à la tête de l'État du Cameroun. Donc j'ai dit tous ceux qui appartiennent, moi j'assume mes propos. J'ai dit donc qu'ils viennent se désolidariser aujourd'hui de monsieur Jean de Dieu Moumou avec ses propos antisémitistes en disant qu'il a agi là en tant que militant du PADEC. Ils ne peuvent pas dissocier Jean de Dieu Moumou à ministre délégué auprès du ministre de la Justice, puisqu'ils ont dit que ceux qui ont saccagé les ambassades du Cameroun en Allemagne et en France, c'était les militants du MNC, malgré le démenti formel du président du MNC lors de son audition. Mais ils n'ont cessé de le dire. Comme ces gens, entre guillemets, avaient, c'est-à-dire que des noms en consonance originaires de l'Ouest du Cameroun, on a immédiatement attribué la responsabilité au MRC. Donc vous comprenez en réalité que la stratégie ne peut pas payer. Nous sommes là face aux gens qui savent aujourd'hui qu'ils ne sont plus légitimes. Ils n'ont plus la latitude de pouvoir mobiliser les Camerounais, à faire rêver les Camerounais. La seule chose qui leur reste à faire aujourd'hui, c'est de se replier auprès de ces forces de défense et de sécurité. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, ces gars sont gracieusement bien payés par rapport aux autres corps sociaux de la société. Mais regardez ce qu'est un adjudant-chef. Moi, j'ai vu le bulletin d'un adjudant-chef dernièrement là, à la BISEC. Un adjudant-chef au Cameroun touche près de 400 000 à 374 000. Un adjudant-chef Ante Sakodo, qui est incapable de, c'est-à-dire qu'il écrit 3 fois son nom sans se tromper. Non, vous allez voir des gens qui peuvent entrer avec la licence. Vous voyez aujourd'hui qu'on a donc, par exemple, avec des médecins, 7 ans de formation, sortis, c'est-à-dire que titulaire d'un doctorat, mais qui n'arrivent pas à gagner 200 000 francs de salaire. Mais vous avez un adjudant-chef Ante Sakodo, qu'on ne sait même pas quelle alchimie s'est même retrouvé dans cette armée, qui a 374 000 francs. Voilà donc le prototype c'est-à-dire que du Cameroun que M. Biya a voulu construire, démontrant que l'intelligence c'est dans les muscles. Vous comprenez pourquoi nous sommes dans le statu quo. Je vous ai dit par exemple que prenez les statistiques, vous assimilez ça aux pays qui ont peut-être le même indice de développement que nous, un pays comme le Sénégal. Le président Macky Sall, le président sortant de la République du Sénégal, a été élu en 2012. Saviez-vous qu'après 6 ans de pouvoir, Macky Sall a bitumé 1662 km de route. Il a doté le Sénégal d'une nouvelle capitale, la ville de Djamna Dior. Le Sénégal a gagné l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse en 2022. Ils attendent 4000 visiteurs en 2022. Le même Macky Sall a inauguré dernièrement le train express. Vous avez vu? Mais regardez un pays comme le Sénégal, qui n'a pour principale richesse que le sel, l'arachide, le sable, le soleil et le maquereau. Regardez où le Sénégal est ici aujourd'hui. Prenez un pays comme le Maroc. Lorsque M. Biya accède au pouvoir, le Cameroun avait le même indice de développement que le Maroc. Regardez ce que le Maroc est devenu aujourd'hui jusqu'à venir privatiser notre eau, la défunte CDE. Donc vous comprenez véritablement que le problème du Cameroun, ce n'est pas, c'est-à-dire que le problème des richesses, ce n'est pas un problème de tontina ou je ne sais pas sardina. Le problème du Cameroun, lorsque vous l'aviez identifié, vous comprenez le mal du Cameroun, c'est l'homme qui n'est pas à sa place. C'est de ça qu'il est question. J'ai dit, regardez les pays. Vous voyez les pays comme le Niger, le Bénin, le Mali. Des pays que économiquement,
ne sont pas susceptibles de parler au Cameroun. Mais allez voir le nombre de logements sociaux qui sont construits dans ces pays chaque année. Quand vous dites que le manque en termes de logements sociaux au Cameroun, à Yaoundé Douala, ça veut dire que c'est 4 millions dont les Camerounais sont, ça veut dire que les Camerounais sont sous-logés. Regardez aujourd'hui avec la crise au nord-ouest, au sud, avec nos frères du nord-ouest et du sud-ouest qui immigrent dans les grandes métropoles. Comment aujourd'hui c'est devenu la promiscuité absolue, les poubelles qui jonchent les rues. Lorsqu'il y a donc quelqu'un qui vient avec une lueur d'espoir, qui vient avec un discours novateur, un discours consensuel permettant à la jeunesse, parce que le plus important au Cameroun, c'est que la jeunesse avait déjà tourné le doigt à ce qu'on appelle la politique, la confiance en soi. Les jeunes aujourd'hui se retrouvaient en train de boire en cuvette. Beaucoup d'entre eux devenaient des DJ en longueur de journée dans les snack bars. Mais quand Kamto est arrivé, il a dit au Cameroun que c'est possible, aux Camerounais que c'est possible. On peut faire. Si on s'unit ensemble, on peut refaire ces pays. Le Cameroun n'a pas un problème. Le problème du Cameroun, c'est que Dieu nous a dotés de tout. Les terres arables, nous avons des bassins hydriques. C'est-à-dire que toute la ville de Yaoundé que vous voyez ici, chaque quartier, c'est un coup d'eau. Il s'agit tout simplement d'avoir l'homme à la place où il faut, mais vous allez voir, le Cameroun va décoller. On ne présidé par des conseils ministériels. Vous avez aujourd'hui le pays qui est pris en otage par 4 personnes. Jacques Famé Nongo, Chantal Biya, Ngongo Ferdinand et Laurent Esso. Ce sont ces gens qui font du Cameroun ce qu'ils veulent. C'est eux qui font du Cameroun ce qu'ils veulent. Quand vous parlez par exemple de la CAN 2021, vous avez suivi M. Moussa Dibiti, le deuxième vice-président, je crois qu'il est le troisième vice-président de la Confédération africaine de football, qui vous a dit que l'affaire du glissement là ne s'est jamais débattue au sein du comité exécutif, que c'est de manière unilatérale que le président Ahmad a pris sur lui de dire qu'il va donner la CAN 2021 au Cameroun. Et c'est pour ça que, de toute urgence, il y a un comité exécutif extraordinaire de la CAF par rapport à cette CAN 2021. Donc, jusqu'à date, il n'y a pas un document officiel qui atteste que le Cameroun sera l'organisateur de la CAN 2021. Parce que quand vous regardez aujourd'hui le Cameroun n'est pas susceptible d'organiser une manif où on peut habiter 1500 personnes. Nous n'avons pas. Le dernier hôtel que l'État a construit, c'était avant le départ d'Aïe Joseph Winton. Après 36 ans de pouvoir, l'État du Cameroun n'a plus construit un hôtel financé par les fonds propres de l'État. Moi, j'ai dit que je vois les pays de l'Afrique du Nord, un pays comme le Maroc. Lorsque le Maroc se déplace pour venir à une compétition, que ce soit la CAN ou la Coupe du Monde, ou les éliminatoires, les phases finales des Coupes du Monde, d'abord, les Arabes sont racistes, ils ne se mélangent pas. Ils apportent que presque tout le nécessaire, les ustensiles de cuisine. Et le personnel qui travaille auprès de l'équipe nationale du Maroc, c'est 400 personnes. Ça veut dire que lorsque le Maroc va réquisitionner le Hilton, aucune autre équipe ne peut loger là-bas. Les deux plus grands hôtels de Yaoundé, c'est le Hilton et le Mont-Fébé. L'Algérie, c'est 300 personnes. Ça sous-entend que les Diega, les Franco-hôtels, vos histoires que vous appelez les falaises, quand le Nigeria, l'Afrique du Sud et les autres délégations vont arriver, on va les loger où? Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup à faire. Si les gens avaient pris la CAN à bras le corps pour dire véritablement qu'ils sont prêts à doter la jeunesse camerounaise, d'abord sur le plan des infrastructures sportives, c'est-à-dire les stades, les infrastructures routières, hôtelières, etc., etc. Je vous assure, la CAN à 24 pays, c'est une mini-coupe du monde. C'était une aubaine pour nous, pour pouvoir nous refaire une curie de jouvence sur le plan infrastructurel. Mais dommage, nous avons des gens à la place où il ne faut pas, des gens incompétents qui ont un esprit démoniaque en eux, qui n'ont pour seul objectif que de tirer le Cameroun vers le bas, de jouir, c'est-à-dire que les dividendes que le pays leur accorde. Mais en retour, ils détruisaient ces pays. C'est eux les premiers destructeurs de ces pays, contrairement à ce qu'ils veulent faire pour les Camerounais. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, quand vous dites que les 4 hommes les plus riches du Cameroun, c'est Paul Biya, Bengo Akame Fumu et lui Paul Moutazé. Et quand vous dites que ces gens-là n'ont jamais été des hommes d'affaires, c'est-à-dire que ça c'est ce que je vous dis, je sais de quoi ils ont volé l'État. C'est-à-dire que les gens n'ont jamais été les hommes d'affaires. Les papas n'avaient pas les plantations de cacao. Mais comment ces gens peuvent être subitement riches comme ça? Vous avez vu M. Foumanakam qui est mort là. C'était un homme extrêmement riche. Je dis bien extrêmement riche. Vous avez certains généraux du Cameroun qui ont le permis d'exploitation d'or, le permis d'exploitation du pétrole, le permis de ceci, le bois. Ils gaspillent les richesses du Cameroun comme ils veulent. Mais vous pensez que des gens comme ça, lorsque vous allez apporter un discours, c'est-à-dire que novateur, ils ne vont que vous braquer les chats. C'est pour ça que vous les voyez là où ils sont prêts à faire couler le sang des Camerounais. Mais moi, je pense que ça va finir par se retourner contre eux. Parce que vous avez vu vendredi dernier, ça a commencé au marché central. Hier, c'était à Eligidjoa. Vous avez vu le soi-disant préfet a pris une mesure très rapide là, a dit qu'en suspendant avoir des essais pendant 1 mois. Ça veut dire que si les Camerounais eux-mêmes ils sont conscients, si les Camerounais eux-mêmes veulent se délivrer, ils n'ont qu'à comprendre que le combat n'est pas du président Maurice Kamto. C'est l'ensemble de tous les Camerounais qui doivent s'associer à ces combats. Parce qu'il est tout simplement question d'en finir avec les 300 personnes qui ont pris le Cameroun en otage depuis 1949.
C'est de ça qu'il est question, qui se recyclent entre eux. Hein? Regardez par exemple les Camerounais qui sont placés dans les grandes institutions internationales. J'ai fait appel à eux, comme les Célestin Monga, les Christophe Foumouniou. Ils doivent faire pression. Parce que l'une des stratégies, c'est d'abord d'asphyxier ces systèmes illégaux financièrement. C'est ce que vous avez vu, le département d'État américain en coupant l'aide à dire que l'assistance militaire au Cameroun. Parce que c'est un pays qui ne respecte pas les droits humains. On tue les gens, on brûle les villages. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des mamans au nord-ouest qui sont réfugiées dans les forêts. Monsieur Paul Chouta, vous êtes descendant d'une femme. Elle se garnisse avec les feuilles de bananier. Moi, j'ai été à Miami, j'ai été à Oum, j'ai vu des mamans qui sont entrées dans les forêts depuis 2016. Elle peut vous appeler, ça dit qu'appeler les enfants qui sont à Yaoundé, à Douala, à Boya, mais vous ne pouvez pas les joindre. Qui se garnissent avec les feuilles de bananier. Vous voyez des jeunes filles qui accouchent, on transportait les enfants sur les feuilles de macabo. Ça n'émeut personne. On a détruit les greniers. Mais c'est là, ça n'émeut personne. Mais lorsque les gens se lèvent pour s'indigner contre ça, on commence à utiliser Bamileke, machin, tout ça. Je pense que moi, et c'est par où je sors, j'ai prédit trois choses à M. Biya. Et ça, je ne cesse de le lui rappeler cela. Soit il va finir à la prison centrale de Kondengui, ou il finira à la Cour pénale internationale, où son sort sera comme celui de Samuel Doe. Donc, c'est vrai que c'est nous autres qui aimons ces derniers, parce que nous lui disons le ressentiment que beaucoup de Camerounais ont vis-à-vis de lui. Mais dommage, la clique des gens qui sont tout autour de lui, c'est-à-dire qui bénéficient du Cameroun, qui jouissent du Cameroun, j'espère tout simplement qu'ils seront responsables de tout ce qu'ils ont conçu contre le Cameroun. Vous savez, aujourd'hui, les NAM, les RIC, les MIA, c'est tous les enfants qui sont là. Ils sont soit des narcotrafiquants, certains boivent la drogue, ils sont dans les cercles d'homosexualité. On demande, lorsqu'on lance des concours, on dit, allez, venez consulter les dossiers. Ils viennent là comme des chiens devant la télé, on sait qu'ils seront admissibles. Mais qui continuent à faire ça, mais le moment venu, on aura une république où seule la méritocratie sera le passage obligatoire. Mais regardez les pays comme l'Égypte. Je vous parle au cas d'un pays comme la Tunisie que je connais très bien. Vous savez pourquoi Ben Ali est parti? Parce qu'à un moment donné, les Tunisiens en avaient marre de la famille Trabelsi, la famille de sa femme. Je vous assure, en 2011, si on avait mis main sur Ben Ali avec sa femme, je vous assure, on les aurait déchiquetés. Ça dit que ça devait même être horrible à voir. Donc c'est pour vous dire qu'aucune armée n'a jamais vaincu une population ou un peuple qui est déterminé. Je vous prends toujours le cas du Burkina Faso avec Smokin Bamba que je connais très bien. C'est lui qui a créé le ballet citoyen. Vous avez vu que Blaise Compaoré est allé même casser le trésor national en prenant même les lingots d'or pour venir corrompre les députés. Lorsque le peuple avait dit trop c'est trop, avec les leaders politiques comme vous avez vu le 26 janvier avec les marches blancs du MRC, je vous assure, quand ça s'était embrasé, on a demandé au régiment de sécurité présidentielle que tirer. Ils ont été incapables. Il a fallu que l'armée française, via sa base militaire qui est en Côte d'Ivoire, vienne transporter Judas Iscariot. Vous avez déjà vu quelqu'un qui s'est réfugié dans sa belle famille? Chez nous, les Bantous, vraiment, c'est humiliant. Hein? C'est honteux. Jusqu'à ce qu'il a même changé sa nationalité. Donc, j'ai peur du lendemain de M. Biya. Parce que ce qu'il fait vivre aux gens, qu'il sache que lui-même, il finira par là. Et je chute en vous disant que moi, j'ai posé avec le ministre Langenavon en prison. J'ai vu ses enfants étaient assis. J'ai vu les enfants des autres. Je peux vous dire que lorsque je lisais dans les yeux de ces enfants, ils ont ce qu'on dit au quartier, le macabo des enfants de Biya. Donc, j'ai pitié de lui. Non, mais ce que vous citez, c'est des gens qui ont collaboré avec M. Biya. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des diables qu'on doit les régimer. Bon, ils ont fait une introspection, ils ont fini par comprendre qu'ils servaient un diable. Et maintenant, ils ont décidé de devenir des hommes normaux. D'accord. On sort par là. M. Kalaï Boudé, merci d'être venu. Est-ce que vous avez un mot de fin? Parce qu'on va sortir. C'est moi qui dois dire merci à Paul Chouta et à son concept qui me semble marcher très bien. Je lui souhaite plus de réussite encore dans cette entreprise qui permet de donner la voix de manière alternative quand parfois il n'y a plus d'autres possibilités que de venir nous exprimer là. Il promet également une utilisation patriotique des réseaux sociaux en donnant la parole, en donnant une nouvelle manière, une nouvelle grille de lecture de notre actualité nationale. Je voudrais également profiter et me répéter la répétition de la mère des enseignements, en disant à tous ceux qui nous suivent et qui apportent dans ce moment un peu difficile, MRC tout le soutien. Je voudrais encore leur dire merci, en disant à ceux qui souhaitent, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont manifestés, que le MRC attend de doigts ouverts leur contribution pour soutenir les familles, pour soutenir ceux qui sont séquestrés, loin de chez eux, pour les soutenir matériellement, socialement, etc. Donc, j'étais très heureux d'être là. J'ai dû me départir de beaucoup d'occupations pour être là. Et je suis très heureux, comme je l'ai dit,
de retrouver également Sébastien Bala. Après sa libération, j'avais lancé... Merci beaucoup, oui, j'avais vu, merci mon grand frère. Le comité de libération de Sébastien Bala, on a fait quelques petites actions de lobbying qui ont porté. C'est une voix qui ne méritait pas d'être dans les jeux de notre République. Donc, parce que simplement, il y a des gens qui estiment que par leur richesse, entre guillemets, peuvent tout acheter. Et ça, je dis, un défenseur des droits de l'homme comme moi ne peut pas accepter cela. C'est pourquoi j'avais dit, je ne peux pas rester silencieux. Je vais associer au maximum de personnes pour ces animations. Je suis heureux de nous retrouver là. Je suis souvent très content d'être associé à votre plateforme parce que je vous ai souvent maintes fois dit qu'il y a un Nigérian comme vous qui a commencé comme ça, qui est aujourd'hui multimilliardaire. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui est pourri dans ces pays. On peut travailler honnêtement et que dans le futur, on puisse sortir, grandir. Et c'est ce que je ne cesse de reprocher à beaucoup de vos confrères, qu'en réalité, lorsque vous embrassez la profession de journalisme, ce n'est pas pour venir se faire de l'argent. Il faut le faire par amour, par passion. Et je pense que le combat que le président Maurice Kamto et l'ensemble des militaires de MSS, des Camerounais qui sont soucieux de la libération de notre pays sont en train de faire, ce n'est pas pour eux, c'est pour qu'on veuille retrouver un pays où vraiment la règle, où le mérite, où la compétence sera la valeur absolue. Qu'on ne retrouve plus un pays où on va évaluer les gens sur les connotations de l'équilibre régional. Et je pense que c'est pour cela que moi, je ne cesse de les soutenir. Et je dis encore une fois de plus que le fait que Maître Sim soit venu m'assister comme mon conseil, c'est-à-dire que face à cette situation que j'ai rencontrée, c'est parce que le professeur Maurice Kamto avait donné son aval. Moi, je n'avais pas de l'argent pour payer à Maître Sim. Je n'ai même jamais donné même pas 5 francs à Maître Sim, même pour mettre le carburant dans sa voiture. Mais il a fait ce travail gratuitement parce qu'il estimait que nous sommes des Camerounais. Nous luttons pour une même cause parce que nous avons face à nous des gens qui ne la signent sur comme moi. Et je dis tout simplement que je l'orientais. Ça prendra le temps que ça prendra. Le président Maurice Kamto finira par exercer son pouvoir. Et que tous ceux des forces de l'ordre, des forces de défense et de sécurité qui oppriment les Camerounais, qui manifestent, qui sont arrogants, le moment viendra là où ils finiront par lui faire allégeance. Alors, chers internautes, nous vous remercions pour ton contact. Nous vous remercions pour le temps que vous avez sacrifié pour nous. C'est vrai que nous n'avons pas respecté le début, en fait, le programme, puisqu'il était dans les annonces que nous avons faites, c'était indiqué que nous devions commencer à 18h30, mais contre notre volonté, on a commencé avec 45 minutes de retard. Nous nous excusons une fois de plus pour ça. Et sachez que cette page, c'est la page des sans-voix, en dépit de toutes les menaces, des influences, des intimidations. Nous nous rendons compte que ça ne nous fera pas reculer. Ici, c'est la porte des sans-voix, c'est la porte des pleurs, la porte de ceux qui sont lésés, ceux à qui autant pour moi, on donne pas l'opportunité de parler, d'exprimer leur douleur. Sachez donc que ce qu'on ne vous dira pas à la CATV, à Canal 2 et à Vision 4, vous les verrez ici. Une fois de plus, merci beaucoup, au revoir.